salle. Et un grand merci aussi aux lycéens de la SOC qui sont venus en nombre avec leur professeur accompagnant. Chacun, s'il est gravement malade, mérite de pouvoir décider de sa fin de vie librement, en conscience et avec la dignité que tout être humain est en droit d'exiger. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Ma position fondamentale, bien connue, est simple et catégorique. Le droit à la vie est le premier des droits de tout être humain et je ne saurais en aucune manière me départir de ce principe. Tout être humain a droit au respect de la vie, y compris de la part de l'État, surtout en démocratie. Le code pénal a une fonction expressive, elle est à son plus haut niveau quand il s'agit de la vie et de la mort. Sur ce point, je ne changerai jamais. Robert Badinter, ancien garde des Sceaux. Vous voyez, chers amis, que ce sujet, évidemment, ne peut laisser personne insensible. C'est pour ça qu'à nouveau, les AFC vous remercient d'être nombreux ce soir. La question de la fin de vie revient régulièrement sur le devant de la scène, en particulier, évidemment, vous l'avez remarqué, depuis le début des années 2000. Un projet de loi pudiquement appelé « Aide à mourir » a eu de grandes chances de passer en mai 2024, quand la dissolution de l'Assemblée nationale a interrompu les débats. Le sujet ne peut laisser personne insensible parce qu'il s'agit de vie et de mort, parce que chacun connaît des personnes touchés par des maladies jugées incurables, parce que nous sommes tous des êtres mortels, parce que la souffrance n'a jamais été complètement supprimée, le sera-t-elle un jour? En préparant ce débat, je me suis rendu compte qu'en fait, énormément de gens ne connaissaient pas bien en fait cette loi, pour plein de raisons, peut-être qu'il y a trop de lois en France, et notamment connaissaient mal la loi Claes-Leonetti de 2005, pour accompagner les malades en fin de vie, notamment en matière de soins palliatifs. L'expérience au quotidien du docteur Emmanuel de la Rivière, qui est en extrême droite, chef de service de l'unité de soins palliatifs de la maison de santé Marie-Galène, ici à Bordeaux, et membre du bureau national de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, va nous être précieuse avec sa connaissance évidemment des pratiques à la fois locales et nationales et sa proximité à la fois avec les malades et avec leur famille. Pourquoi une nouvelle loi pour parler des soins palliatifs? Quelle est la position du gouvernement sur le projet de loi? Faut-il légiférer à nouveau alors que la loi actuelle prévoit déjà de pouvoir soulager une souffrance résistante au traitement par sédation palliative en fin de vie? Pourquoi l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, cherche-t-elle à faire voter cette loi visant, je cite leur site internet, à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté et à assurer un accès universel aux soins palliatifs? Faut-il promouvoir la qualité de vie à tout prix, quitte à mourir, encore la position que je cite de l'ADMD, ou faut-il accepter la vie avec ses hauts et ses bas, avec ses bien portants, mais aussi avec ses malades, en accompagnant la vulnérabilité, en continuant à soigner et soulager. Pour y répondre, des acteurs locaux et nationaux ont répondu ce soir à l'appel de votre AFC, on les remercie beaucoup. Outre le docteur de la Rivière que j'ai cité, deux personnalités qui interviendront. À ma gauche, l'une comme spécialiste de la bioéthique et philosophe, bioéthique, éthique et humanisme, les lois françaises de 1994 est le sujet de son doctorat. Il est juriste également, il est bon connaisseur des débats d'idées à l'Assemblée en tant qu'ancien député. Il est le président actuel du Parti chrétien-démocrate via PCD. La question de la fin de vie et des autres soins palliatifs le passionne, puisqu'il est l'auteur de Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie, qui est édité chez MAM. Ceux d'entre vous qui l'ont pu l'acheter avant, ici, on n'a pas le droit de vendre des livres, donc pourront se le faire dédicacer tout à l'heure par Jean-Frédéric Poisson. Et puis, à ma droite, et merci beaucoup Thomas d'être là également,
un haut fonctionnaire, inspecteur des finances, ancien ministre. Il a succédé à Gabriel Attal au ministère des Comptes publics, actuel député de la première circonscription de Bordeaux, spécialiste également de l'économie et peut-être candidat aux élections municipales. Ça, je ne sais pas, mais il nous dira. Hors sujet. Voilà. Alors, je vais revenir du coup dans le sujet et tout de suite. Alors, pour vous prévenir, chers amis, comme vous l'a dit Rémi, on va avoir un temps assez important de débat, à peu près 1h30, ou 1h25, et ensuite, on vous réservera 3/4 d'heure pour les questions-réponses. Ça, c'est ce que attendent aussi beaucoup nos amis. Je vais commencer par la première question. La loi sur l'aide à mourir, portée par des sondages très favorables en faveur de l'euthanasie et de l'aide à mourir, aurait dû passer à l'été 2024 si le président Macron n'avait pas eu l'idée un peu surprenante de dissoudre l'Assemblée. Les dés ne sont-ils pas jetés déjà, Jean-Frédéric Poisson? Bonsoir à tous. Merci de venir partager ce moment avec nous. Vous aussi. Merci pour l'invitation, chers collègues. Ça marche le micro? On m'entend bien au fond aussi? Parfait. Cher docteur. Alors, les dés sont-ils... on est toujours partagé quand on regarde la situation politique d'un pays à un moment donné. Et il se trouve que la Ve République sont faites de telle manière que le fait majoritaire demeure majoritaire. Tout est fait dans la Constitution, dans le règlement des assemblées, pour que la majorité soit majoritaire. Et si on n'a pas assez en séance, on arrête la séance, on sonne le rappel, les gens reviennent. Voilà. La majorité, c'est la majorité, ce qui se comprend. C'est ce qui a été décidé par la souveraineté populaire, donc il faut qu'elle s'écrive. Il y a quelques exceptions, je vous rassure. Et globalement, n'ayons pas d'illusion sur le fait que si on laisse les choses aller leur cours normal, même s'ils protestent très fort, et j'ai été un des acteurs, comme vous le savez, de la loi, enfin, il y a je me souviens, d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous, sans doute aussi, le mariage pour tous, il y a une dizaine d'années, c'est la démonstration du fait que le fait majoritaire finit par l'emporter dans les institutions. Mais là, la situation est un peu différente. Parce que, au moment du débat sur le mariage pour tous, ceux qui s'y opposaient, c'était le cas, n'avaient pas d'alternative à proposer. Pas de bien à dire, pas de pour quelque chose à dire en face ou à côté de leur refus. On pouvait dire non, parce que non c'est tout, et après quoi, ben rien. Non. Et c'est vrai que c'est pas très engageant pour quelqu'un qui est attaché, quelqu'un qui s'oppose à vous, d'entendre un non sec sans autre forme de procès, c'est un peu difficile. Là, c'est très différent. Nous avons quelque chose à dire. Ceux qui voudraient dire non à l'euthanasie, non au suicide assisté, je suppose qu'on y reviendra tout à l'heure, peuvent tout de suite dire, mais on a quelque chose d'autre à vous dire, on a une autre histoire à vous raconter. La langue française est belle, quand on raconte une histoire, c'est vrai, quand on raconte des histoires, c'est fou, c'est assez rigolo comme... Là, il y a une autre histoire à raconter que celle de l'euthanasie, du suicide assisté comme tel. Premier élément, les soins palliatifs sont, c'est le titre de l'ouvrage que j'ai publié récemment, une authentique alternative sous tout rapport à la légalisation de l'euthanasie. Il y a autre chose. Je terminerai par là, pour cette première réponse. Nous vivons dans la peur, sous beaucoup de rapports. Mais particulièrement, quand on se pose la question, mais comment est-ce que j'ai envie de finir mon existence? Admettons que je sois atteint un jour d'une maladie extrêmement grave, très douloureuse, très affaiblissante, très tout ce que vous voulez, pas des belles choses, très difficile à vivre. Et si effectivement la seule perspective qui m'est donnée consiste à me dire, mon cher monsieur, voilà comment ça va se passer, vous allez finir vos jours sur un brancard
dans un couloir, dans un sous-sol de l'hôpital, avec les lions qui clignotent, un truc qui se décolle, il fait froid, c'est humide, on viendra vous donner à boire et à manger de temps en temps, quand on pensera à vous. Et ça va durer un certain temps, c'est-à-dire trop, très longtemps. Et pendant ce temps-là, vous aurez mal et vous serez tout seul. C'est soit ça, soit vous pouvez décider que ça s'arrête dans la minute. Mais il faut être un héros pour pas décider que ça s'arrête dans la minute. Et effectivement, quand on présente la fin de vie de cette manière, alors vous direz que j'ai exagéré, que je force le trait, c'est pour faire comprendre, mais vous avez bien compris où je veux en venir. Les soins palliatifs qui sont dans la loi, un droit pour nous tous, depuis 26 ans, de la loi de 99, ne sont pas connus par les Français. On ne sait pas que nous avons le droit de bénéficier d'un accompagnement qui est l'antithèse de ce que je viens de vous dire et dont nous allons sans doute parler ce soir. Bon, ça n'est pas fini. D'abord parce qu'il pourrait y avoir des surprises même au Parlement, et je crois savoir que même dans les groupes majoritaires, la majorité qui soutient le gouvernement, pour le moment, il y a des réflexions, des oppositions, des hésitations, et c'est bien normal sur un sujet de cette nature, et que par ailleurs, on a autre chose et un autre message à proposer, et les Français ne savent pas très bien qu'on a beaucoup d'occasions de faire évoluer cette situation. Merci Jean-Frédéric. Thomas Cazenave, on a cette loi sur la fin de vie, donc qui va concerner euthanasie ou suicide assisté, a été annoncée comme la grande loi sociétale du deuxième quinquennat du président Emmanuel Macron. Vous êtes ancien ministre des Comptes publics. Est-ce que pour vous, il n'y a pas... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas d'autre priorité que d'annoncer cette loi comme une urgence aujourd'hui? Bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Peut-être juste je voudrais redire d'où je parle. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste des questions bioéthiques, je suis député. Et comme la plupart de mes collègues, je suis saisi d'un certain nombre de textes, et ce texte en particulier, je vais y revenir, on a 2 textes qui arrivent, il faut arriver à se faire conviction sur un sujet aussi difficile, sans être spécialiste, sans côtoyer des malades, sans avoir travaillé ces questions-là pendant des années. Et je dois dire que quand le premier projet est arrivé, je me suis demandé comment j'allais me faire une conviction sur le sujet, parce que, vous le disiez à l'instant, il n'y a pas de position partisane. Je le vois très bien à l'Assemblée nationale, cette question-là, elle divise les groupes politiques. Vous retrouvez des partisans, des opposants, dans quasiment toutes les formations politiques. Et donc elle n'obéit pas à une logique, je dirais, politique classique. Donc ça veut dire que chacune et chacun des représentants du peuple, que nous sommes quand nous sommes députés, on doit se faire quand même une idée. Et donc juste pour partager un tout petit peu le chemin que j'ai fait, quand le projet de loi est arrivé, j'ai reviendrai, on n'est plus dans un projet de loi. Au début, je pensais avoir une idée complètement définitive sur le sujet. Un peu lointaine d'une certaine manière, en disant est-ce qu'il faut être pour ou contre l'euthanasie. Pardon, je résume un peu, mais quand on le prend de loin, le sujet, puis j'ai décidé de rentrer un peu dans le sujet. J'ai décidé de voir des spécialistes. J'ai été voir de vos collègues d'ailleurs, Véronique Averrouz, qui dirige le centre de soins palliatifs ici, un des centres de soins palliatifs ici à Bordeaux. J'ai organisé, certains d'entre vous y étaient, un débat à Bruges. J'ai fait venir des partisans, des gens qui étaient plus critiques, j'ai rencontré des soignants, des spécialistes, pour essayer d'arrêter ma position. Et on va rentrer dans le débat, donc je ne vais pas aller tout de suite à la position qui me semble, moi, être celle que je peux défendre, mais plutôt le fait qu'en rentrant dans le sujet, je l'ai trouvé à la fois beaucoup plus compliqué, et aussi je me suis dit qu'il fallait rentrer dans le texte, dans les textes qui nous sont proposés. En fait, quand on rentre dans le détail, on voit des fois qu'on est un peu loin de ce qui est dit à l'extérieur, ce qui est dit dans les journaux, donc c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on prenne le temps, comme ce soir d'ailleurs, je trouve, et merci de organiser ce débat, qu'on rentre dans le détail. Voilà, parce que c'est des sujets tellement difficiles qui ne souffrent pas d'une position un peu nette dans laquelle on ne serait pas rentré. Alors, est-ce que c'était la priorité, je n'élude pas votre question, cher ami, est-ce que c'était la priorité de 2022 ? C'était un engagement du président de la République. Je dois dire d'ailleurs, je suis parlementaire, mais il y a une méthode qui a été choisie,
semble intéressante, c'est de dire le sujet est tellement compliqué qu'on ne va pas rentrer tout de suite dans la mêlée de l'Assemblée. Et on a fait deux choses, le gouvernement à l'époque a fait deux choses qui me semblent très importantes. D'abord, il a saisi le comité d'éthique, donc des spécialistes, des philosophes, en disant éclairez-nous, éclairez la société, éclairez le débat. Après, on n'est pas obligé de partager, mais au moins, et si on oublie, on ne va pas juste décider entre nous. Et ensuite, la Convention citoyenne. J'espère qu'on y reviendra. La Convention citoyenne, c'est un peu le parcours que moi aussi j'ai essayé de faire, c'est-à-dire vous prenez des gens au hasard, représentatifs de la population, qui ne connaissent pas forcément le sujet et qui vont travailler pendant plusieurs mois, essayer de se faire une conviction courante. Et donc, vous voyez, on n'est pas tout de suite arrivé sur un projet de loi. Donc, est arrivée, vous l'avez dit, cette décision dont on peut, voilà, je ne sais pas comment on va qualifier d'ailleurs la dissolution, bref, dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a plus étonnante. Voilà. Il n'y a plus de projet de loi. Il n'y a plus de projet de loi. Ça a été remplacé par deux propositions de loi. Donc, une proposition, la différence entre un projet de loi et une proposition de loi. Projet de loi, c'est le gouvernement qui vient devant le Parlement. Et là, c'est deux propositions-là, c'est-à-dire deux parlementaires qui vont défendre deux textes, un sur les soins palliatifs et un sur l'aide à mourir. Et donc, vous avez Olivier Falange, que vous devez connaître si vous suivez le sujet, sinon c'est un député du côté de la Charente-Maritime, et Nicole Dubreuil-Chérat, qui, elle, va porter une proposition de loi sur les soins palliatifs. Donc, c'est plus tout à fait le même texte. C'est même plus un texte, c'est deux textes, mais qui vont arriver, c'est l'engagement du Premier ministre François Bayrou, de l'arriver en même temps. Il faut quand même qu'on ait le débat, parce que c'est quand même des sujets qui me semblent liés, tout le monde ne partage pas ce point de vue, mais qui me semblent liés, pour que quand même le débat, y compris à l'Assemblée et dans l'opinion publique, ait lieu en même temps. Voilà. Merci. En tout cas, merci d'avoir montré le chemin, parce que j'avais aussi une autre question qui était: est-ce que les députés sont bien informés sur la loi? Et effectivement, je suis content que vous disiez que effectivement, c'est un sujet pas facile et qu'on ne peut pas le traiter à la légère. Je vais continuer mon tour de table. Emmanuel, est-ce qu'on n'a pas tendance à légiférer, comme parfois on le fait dans notre beau pays, à partir de cas particuliers? Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui, en France, demandent, qui sont des personnes très malades et qui demandent l'euthanasie, en tout cas qui demandent de mourir? Merci. Et moi aussi, merci les AFC de m'avoir invité. Donc, comme mon voisin, je commencerai mon propos par dire d'où je viens et quelle est ma légitimité à être ici ce soir. Donc, moi, je suis médecin de soins palliatifs, et si je viens vous parler ce soir, c'est comme acteur de terrain. Alors, acteur parmi beaucoup d'autres acteurs, je l'avais dit, je suis de Bordeaux, il y a d'autres acteurs, l'hôpital Bagatelle, pas mal d'acteurs de soins palliatifs ici sur la métropole de Bordeaux et autour. Mais si je vous dis ça, c'est que avec les années, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pratique ce métier de médecin soins palliatifs, j'ai appris à comprendre en fait différentes problématiques et la façon dont les gens terminent leur vie. Voilà, alors sans aucune prétention de ma part, parce que je sais que chaque situation est différente et chaque situation est unique, et ce que je vais vivre demain avec les 3 patients que je vais rencontrer dans notre hôpital de jour à Marie-Galène, il y en a au moins 2 que je ne connais pas, ça sera complètement différent des patients que j'ai vus aujourd'hui. Avec ça, avec toutes ces différences, avec toutes ces expériences uniques, je me suis forgé quand même une certaine conviction sur la façon dont on peut proposer, accompagner l'immense majorité des gens qui vont mourir, des personnes qui vont mourir. Alors la question de Christophe, attends, redis-moi. C'est en fait, est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur du nombre de personnes? Le nombre de personnes qui vont réclamer ce qu'on appelle communément aujourd'hui une aide à mourir, ou moi ce que je préfère appeler demande de mort anticipée. C'est assez difficile de le savoir. Ce qu'on voit effectivement dans les sondages, et tu en as parlé tout à l'heure, on voit une immense majorité de la population qui est favorable à la légalisation de l'euthanasie. Quand on interroge les gens dans la rue, dans les micro-trottoirs, par des instituts de sondage,
et qu'on questionne ce que disait Jean-Frédéric Poisson, mais finalement, est-ce que dans votre idée, si vous étiez touché par une maladie grave, incurable, avec un risque important de souffrance qui pourrait rendre votre vie terrible, est-ce que vous ne souhaiteriez pas que l'on puisse vous aider à mettre fin à vos jours ou que l'État français organise les choses pour que vous puissiez avoir accès à un geste euthanasique? Bien évidemment, l'immense majorité des Français vont répondre oui, parce que c'est très difficile d'imaginer sa propre déchéance, sa propre fin de vie dans des souffrances terribles. Ensuite, moi, ce que je vois dans mon quotidien, c'est des patients, pour certains très malades, pour certains dont le pronostic vital est engagé à court terme, voire à très court terme, pour certains qui sont dans des états de souffrance importants. Et ces patients-là, bizarrement, il y en a très peu qui me demandent à mourir de façon anticipée. Si je vous dis ça, c'est que depuis que je fais ce métier, donc depuis 2010, le nombre de personnes qui m'ont réclamé à mourir et qui ont persisté dans leur demande de mort, je les compte sur les doigts d'une main. Et je reconnais et je vois dans ma mémoire chacun de leurs visages. Par contre, les patients dont je m'occupe au quotidien me disent voilà, leurs souffrances, leurs douleurs, leurs symptômes, et me demandent comment moi, comme professionnel de santé, je peux y répondre et comment je peux les apaiser. Alors, pour donner quelques chiffres, il y avait une étude qui a été faite il y a quelques années à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. J'ai eu la chance de travailler quelques années, où un groupe de recherche, parce que c'est un gros centre de soins palliatifs, il y a 80 lits dédiés aux soins palliatifs, ce qui est unique en France et en Europe, c'est la plus grosse structure d'Europe. Et on avait décidé de participer à une étude où, en fait, on essayait de mesurer les gens qui persistaient dans leur demande de mort quand ils arrivaient, en fait, dans le service avec une demande de mort anticipée. Ça représente à peu près 3%, alors 3% des personnes qui rentraient dans l'unité avaient ce type de demande, et parmi ces 3%, seuls 3% de ces 3% persistaient dans cette demande de mort anticipée. Tout ça pour vous dire que quand on est malade, quand on est très malade, la question d'anticiper sa mort, c'est pas du tout une question qui est vraiment omniprésente. Voilà. La question posée par les malades et les familles, c'est comment répondre avant tout à la souffrance et comment apporter le plus d'expertise possible et le plus d'accompagnement et le plus de traitements adaptés et le plus de soins non médicamenteux pour permettre aux gens de terminer leur vie le plus paisiblement possible. Merci. Jean-Frédéric, Thomas Cazenave vous a dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que le sujet est à la fois complexe et grave. Est-ce qu'on ne peut pas observer ce qui s'est passé dans les autres pays, la Suisse, la Belgique, par exemple le Canada, pays qui ont déjà fait le choix soit de l'euthanasie, soit du suicide assisté, de voir les leçons qu'ils en sont tirées et prendre acte et avoir finalement un retour d'expérience sur ce qu'ils ont fait. Idéalement, il faudrait. D'ailleurs, on devrait se concentrer principalement là-dessus, puisque dans beaucoup d'autres domaines, particulièrement, M. le ministre à Bercy, pratique le benchmarking avec une certaine forme d'énergie, d'ailleurs à bon droit. Mais dans ces sujets, dans ces questions, ce type de questions, alors j'ai connu comme parlementaire la première réforme de la bioéthique de 2009, la deuxième de 2014, la modification de la loi Veil en 2015, le texte sur la recherche de l'environnement en 2015. Donc ces sujets de bioéthique sont assez fréquents quand ils viennent devant le Parlement. En tout cas, la période 2017-2017 dans laquelle j'ai siégé était assez riche. Et d'ailleurs, parce que ces sujets sont complexes, et c'est vrai qu'ils le sont, la méthode que décrivait Thomas Cazenave tout à l'heure est assez systématiquement appliquée. En fait, la sollicitation des difficultés d'éthique, la désignation d'une commission spéciale, l'appui d'une large information. Et c'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels on vient en y consacrant beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, parce que c'est vrai que ce sont des sujets compliqués. Et donc merci
mes collègues parlementaires, ceux qui consacrent le temps qu'il faut pour essayer de comprendre, de saisir en tout cas des questions difficiles. Et je pense que ces cas n'est pas si difficile que ça, en fait. Je vais vous donner un exemple de question difficile, sur laquelle d'ailleurs le comité d'éthique avait rendu là aussi un avis, mais qui n'a pas fait l'objet d'une loi spécifique. Il y a quelques années, il y a maintenant longtemps, peut-être une vingtaine d'années, une dame à Amiens s'est fait défigurer en se faisant mordre par son chien. Ou un chien. Je ne sais pas, son chien, c'était un chien. Je crois qu'elle se promenait dans la forêt, puis s'est fait attaquer, donc elle était complètement disparue. Et la question s'est posée de savoir s'il fallait lui greffer un visage ou pas. C'est-à-dire, en réalité, réparer grâce à la chirurgie réparatrice, et on sait faire tout ça, se mettant et tout, enfin, on maîtrise parfaitement le nom. Est-ce qu'il fallait lui donner un autre visage, on ne peut pas rétablir le sien, ou bien considérer qu'il fallait conserver sa personnalité, mais évidemment avec une apparence ou un aspect qui était très compliqué, très lourd à vivre au fond. Autant que je me souviens, le comité d'éthique a voté en touche. Parce que ça, pour le coup, voilà typiquement le genre de situation dans lesquelles, en dehors d'une décision singulière qui ne peut pas faire jurisprudence, qui dépend de la gravité de l'atteinte au visage, de ce que le patient est prêt à supporter, du temps que ça prend, du coût que ça représente, enfin, il y a plein de facteurs qui font que... donc voilà le genre de sujet, ça, le genre de sujet qui est complexe. Ici, la question paraît simple sous un certain rapport et compliquée sous l'autre. C'est simple parce qu'il s'agit de la vie et de la mort. Et à partir du moment où on entrebâille la porte, on entrouvre la possibilité laissée dans le droit, quels que soient les motifs, de pouvoir ôter la vie d'une personne en dehors des situations difficiles et défense, de la quoi revient l'euthanasie, eh bien, on change de société, purement et simplement. L'interdit de tuer est un élément absolument fondateur. C'est le socle de la vie sociale. Tout le monde comprend bien pourquoi. Si un jour j'ai le droit de tuer mon prochain, comme ça me semble, je ne dis pas que c'est ça l'euthanasie, mais imaginez qu'il n'y ait pas d'interdit de tuer, la vie sociale va devenir compliquée quand même. Et c'est précisément pour éviter que cette propagation ne se fasse, que cette porte qui s'entrebâille soit ouverte en grand un jour, on maintient cet interdit comme un interdit fondamental, pour lequel ou auquel il ne peut pas y avoir d'atteinte et qu'il est toujours interdit de transgresser. Les logiciens disent qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Quand elle est entrebâillée, elle est ouverte. Et je finis pour répondre à votre question par l'expérience des pays étrangers. Partout, sans exception, nos pays voisins, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Outre-Atlantique, Canada, quelques États des États-Unis, pas tous. Le pionnier étant, comme vous le savez, l'État de l'Oregon. Partout, on constate plusieurs choses. Premièrement, petit à petit, un affaissement des garde-fous qui avaient été présentés comme des garanties au moment du vote de la loi. D'ailleurs, des garanties entre guillemets de même nature figurent dans les textes qui seront déposés sur le niveau du Parlement. Par exemple, ça ne peut pas concerner les pathologies psychologiques, ça ne peut pas concerner les enfants et les adolescents, ça ne peut pas, etc., etc., ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Vous savez, c'est la liste de sujets qui suivent les deux points tirés. Vous avez le droit de pratiquer les tests, sauf. Et bien, les sauf petit à petit disparaissent. C'est le cas en particulier de la Belgique, puisque les années belges, il y a maintenant 22 ans, c'était 2003, je crois, de l'éducation en Belgique, avait indiqué que ça ne pouvait pas, évidemment, l'euthanasie ne pouvait pas bénéficier, je cite, entre guillemets, à des gens qui étaient atteints de pathologies à caractère mental et psychologique. Eh bien, il y a 2 ans, vous avez tous en tête cet exemple, une jeune femme qui avait été victime des attentats de l'aéroport de Bruxelles en 2016, a nourri depuis une dépression dont elle n'est jamais sortie, ce qui peut parfaitement s'entendre. Elle a considéré que la seule manière de s'en sortir, c'était de demander l'euthanasie, et elle a été euthanasiée alors qu'elle avait 25 ans, et qu'elle était loin d'être le sujet d'une maladie incurable, insupportable, avec une douleur réfractaire, etc., etc. On est
tout ça saute un par un. Les comités sautent, là, tout ça saute. Parce qu'il y a une espèce de pulsion qui traverse les sociétés occidentales, je termine par là, qui est très fondatrice pour le monde dans lequel nous sommes, et qui veut qu'au fond, à partir du moment où un individu demande quelque chose, et que la technique permet de satisfaire cette demande, alors le droit doit l'autoriser à en profiter. Et malheureusement, ce droit peut aller jusqu'à au fait de demander à ce qu'on mette fin à ces jours. Pourquoi la DMD fait ce qu'elle fait? Parce que dans son militantisme, il y a le fait qu'il faut sacraliser, je pense, le droit de l'individu, c'est logique. C'est même pas une atteinte directe au principe de l'interdit de tuer, c'est parce que, de leur point de vue, il y a quelque chose qui est encore supérieur d'une certaine manière, c'est l'affirmation de la souveraineté individuelle. Alors, est-ce qu'on n'est jamais complètement propriétaire de soi? Est-ce qu'on peut faire de soi ce qu'on veut? Est-ce que c'est pas sûr, d'ailleurs, le droit français lui-même le reconnaît moi dans deux cas. Par exemple, même si vous êtes très fâché avec vos enfants, vous n'avez pas le droit de les déshériter. Pourtant, c'est votre bien. Ce que vous avez vous appartient, ce que vous allez transmettre, c'est à vous. Sinon, vous ne transmettrez pas. Le droit de la propriété, est ainsi fait qu'en cas de succession, vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Parce qu'on considère qu'il y a quelque chose qui relève d'une forme d'ordre public. Alors, le mot est très à la mode en ce moment. On a découvert ces jours-ci la notion d'ordre public démocratique. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez des lumières sur le sujet, vous les donnerez. En tout cas, il y a quelque chose de la préservation du patrimoine dans les générations qui est un bien pour la société et qui est un bien supérieur à ce que l'individu, de son côté tout seul, pourrait décider de faire de ce patrimoine qui n'est pas en fait destiné à lui, qui lui appartient, mais dont il n'est pas pleinement propriétaire. Et la deuxième chose, je termine vraiment par là, pardon d'éventement. Si vous avez un conflit avec votre employeur, c'est une chose qui arrive, et que décidément, vous avez décidé de partir, alors maintenant, il y a ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Vous pouvez vous mettre d'accord pour partir tous les deux. Et puis ça ne va pas très vite parce que votre employeur n'est pas très content pour vous partir, alors vous traîne un peu des pieds. Ça aussi, ça arrive. Et alors vous allez le voir, il dit, vous savez quoi, pour que ça vous coûte moins cher pour la rupture, je mets dans la balance les congés payés. Vous ne payez pas les congés payés, puis je m'en dirai comme ça, je m'en dirai plus vite, ça vous coûte moins cher. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de renoncer à votre indemnité des congés payés. Parce que le fait de la récupération d'une minute de congé pour une minute de travail est un principe d'ordre public social. Ça vous dépasse. Il y a quelque chose dans ce qui vous appartient, dans ce dont vous êtes l'auteur, c'est-à-dire le congé qui est le fruit de votre travail, vous en êtes le détenteur, le seul. Vous avez des transmissions éventuellement, mais vous êtes le seul détenteur de ça, et bien vous n'avez pas le droit de vous en dessaisir. Parce que si vous en dessaisissiez, le droit considère que, au nom de l'ordre public social, alors ça, le public social, c'est très bien ce que c'est, il constituerait une brèche dans l'ordre public social à considérer que de temps en temps, on pourrait renoncer à un principe aussi fort qu'un temps de travail égale un temps de récupération. On ne peut pas toucher à ça. Donc, le droit français reconnaît lui-même que même quand vous êtes propriétaire des trucs, même quand ça vous appartient, même quand c'est vous, au nom de ce qui vous dépasse, vous ne pouvez pas disposer de tout ce que vous pourriez être entre vos propres mains. Peut-on considérer que la vie humaine ferait partie de ce type de vie? Avant de passer la parole à Thomas, parce qu'il y a une question intéressante là sur la question des valeurs, Emmanuel, est-ce qu'on a d'autres retours d'expérience et comment les médecins réagissent-ils au retour d'expérience qu'on a des pays voisins sur justement ces lois dites de fin de vie, euthanasie et autres? Alors là, je vais parler avec ma casquette d'administrateur de la Société française d'accompagnement et soins palliatifs, parce qu'on a beaucoup partagé avec nos collègues belges, avec nos collègues allemands, autrichiens. Les Autrichiens ont organisé aussi une forme de suicide assisté, avec les Espagnols, mais aussi avec les Canadiens. Tous ces échanges nous enrichissent et nous permettent aussi de comprendre ce qui pourrait arriver dans l'avenir en France.
Oui, il y a, comme le disait Jean-Frédéric Poisson, à partir du moment où on a fait sauter le verrou de l'interdit de tuer, il y a quelque chose qui dépasse en fait le fonctionnement de ces sociétés et qui fait que on ne parvient plus forcément à maîtriser le cadre initial que la loi s'était fixé. Et ça, c'est effectivement problématique. Je pourrais prendre la situation, par exemple, du Canada, qui a légiféré il y a peu de temps, il me semble que c'est 2016, donc c'est vraiment très récent. Les Canadiens ont fait le chemin qu'ont fait les Belges en 20 ans, les Canadiens l'ont fait en 5 ans, et ont fait sauter un certain nombre de verrous où aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'avoir un pronostic vital engagé. La maladie grave, c'est même plus forcément obligatoire. Ce qu'on ressent dans certaines situations de personnes polypathologiques âgées qui sont uniquement fatiguées de vivre, comme on peut voir aussi en Belgique, et qui réclament un accès à l'euthanasie. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez commun. Et ce qui peut inquiéter dans ces expériences étrangères, c'est la croissance exponentielle en fait, du nombre de décès par euthanasie. Pour vous donner un exemple, donc après 5 ans de loi canadienne, l'euthanasie représente 4% des décès sur le territoire canadien et 7% des décès sur le territoire québécois. Ce qui représente quand même en 5 ans un chiffre assez conséquent et important et qui peut nous inquiéter si on rapporte ça à la population française et au nombre de décès annuel, ça représenterait à peu près 45 000 décès sur un territoire comme le nôtre. Donc oui, il peut y avoir des inquiétudes. Ce que je rajouterais aussi en complément de ça, c'est quand on fait une loi, alors je ne suis pas législateur, mais il me semble que, surtout pour ce type de loi, on vient adresser quand même un message à la société. Et ce message, il est important, et moi je l'entends déjà aujourd'hui auprès des personnes les plus vulnérables que j'accompagne, notamment les personnes très âgées qui vivent en EHPAD, qui sont très dépendantes, et qui me disent déjà qu'ils se sentent un poids. Un poids pour leur famille d'abord, parce que l'EHPAD ça coûte cher, un poids pour la société, et puis un poids aussi pour les soignants, ils me le disent aussi. Souvent parce que les soignants, vous connaissez sans doute tous la réalité de ce qui peut se vivre dans les EHPAD, pas beaucoup de temps à proposer en termes de soins, en termes de toilettes aux personnes malades et aux personnes très âgées et très dépendantes. Pour toutes ces raisons-là, elles se sentent un poids. Et Claire Fourcade, la présidente de l'ASTAP, racontait qu'à l'occasion d'une visite dans son unité de soins palliatifs à Narbonne, elle travaillait à Narbonne, Agnès Firmin-Lebaudot, donc qui était ministre à l'époque, avait proposé de rencontrer une patiente. Et au moment où le ministre arrive, il y a pas mal de remous, d'agitation, et la dame en question dit au docteur Claire Fourcade, écoutez, je suis trop fatiguée pour la rencontrer, je préfère qu'on ajourne cette rencontre. Par contre, je voudrais que vous lui disiez quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était mieux que je sois vivante ou que je sois morte. Je ne veux pas que dans l'avenir, à cause d'une loi, je sois obligé de me poser cette question-là. Alors bien évidemment, personne ne sera obligé d'accéder à un geste euthanasique ou au suicide assisté. Et bien heureusement. Par contre, mon inquiétude avec l'arrivée de ce type de loi, c'est que personne ne sera obligé, mais tout le monde devra se poser la question. Ou en tout cas, chez ces personnes-là, qui se sentent déjà un poids pour leur famille, pour la société, pour l'EHPAD, je pense que ce poids de la réflexion et de la question, de se dire est-ce que ce ne serait pas mieux que je sois morte plutôt que vivante, est une problématique qui, moi, me donne quand même pas mal de vertige. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, après je laisse le micro Thomas, est-ce qu'on ne peut pas dire que jusqu'à maintenant, quand un patient voyait arriver une blouse blanche, il se disait cette personne vient pour me soigner, et qu'à partir du moment où la loi passerait en France, il se dirait elle vient soit pour me soigner, soit pour me tuer. Alors je n'irai pas jusque-là quand même. Je pense que c'est... Laisse Thomas réagir.
je pense, Christophe, que c'était un peu extrême. J'ai quand même confiance quand même dans l'organisation de notre système de soins et j'espère que je pourrai continuer à mettre ma blouse sans créer d'inquiétude auprès des... Je sais que déjà, quand je me présente comme médecin de soins palliatifs, dans beaucoup de situations, quand même, ça crée quand même l'émoi. Et surtout quand mon arrivée n'a pas été annoncée par mes collègues gastro-entérologues, pneumologues ou oncologues. Voilà. Après, j'explique, je dis les choses assez clairement, parce qu'avec le temps, j'estime aujourd'hui, j'ai la réalité du terrain et ce que j'ai pu me forger au fur et à mesure des années, j'explique aux gens et j'essaie de les rassurer sur le fait que c'est pas parce qu'on a accès à une équipe de soins palliatifs que forcément la vie va se terminer dans les jours, dans les toutes semaines qui viennent. Hein. On a la chance, entre guillemets, aujourd'hui d'accompagner des patients sur du temps long. Bon, c'est pas l'objet de ta question, mais c'est important aussi peut-être de le dire maintenant. L'idée des soins palliatifs précoces, qui vient des anglo-saxons, notamment des américains, ont démontré que plus on met en place des soins palliatifs tôt dans l'évolution de la maladie du malade, plus on rajoute de la quantité de vie et de la qualité de vie. Donc voilà, toutes ces questions-là sont importantes. Je ne pense pas que les malades ont peur des médecins, mais par contre, effectivement, cette question autour du fait de se poser l'idée que oui, comment ? Il y aurait une confusion. Alors, je n'espère pas qu'il y aura de confusion, ou alors moi je vendrai ma blouse, enfin je travaillerai sans blouse, parce que si j'arrive avec ma blouse et que je fais peur aux malades et aux familles, je préfère faire sans blouse à ce moment-là. Mais bon, non, je ne pense pas qu'on ira quand même vers ça. Mais voilà, il y a quand même cette inquiétude autour du fait que ce message qu'on envoie aux personnes les plus vulnérables, alors ça concerne les personnes très âgées, les handicapés, ça concerne aussi l'univers du handicap, parce qu'on voit aussi dans certaines sociétés que le handicap peut permettre aussi l'accès à un geste euthanasique. Et aujourd'hui, il y a des associations d'handicapés qui se révoltent aussi un peu contre ça. Je vous encourage à regarder une vidéo sur YouTube qui est faite par une Anglaise qui s'appelle Liz Carr, qui a fait une vidéo qui explique bien cette question autour du handicap et de la possibilité d'un accès à une mort anticipée. Ça s'appelle Better or Dead. C'est en anglais, je pense qu'on va pouvoir trouver une version sous-titrée, qui explique bien, comme je l'ai dit pour les personnes âgées vulnérables dépendantes, qui explique bien qu'en Angleterre, les personnes handicapées, le message qu'elles ont reçu au moment de la discussion au Parlement d'une forme de légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie, ont entendu quand même, ont reçu, pour certains d'entre eux, le message que, ben oui, peut-être que du fait d'un handicap qui peut être parfois très lourd, peut-être que la société m'envoie comme message que je serai mieux morte que vivante. Thomas, est-ce que vous voulez réagir, compléter ? Oui, je vais réagir. À l'impression qu'il y a beaucoup de partisans de l'analytique à mourir autour de moi. Donc je vais quand même essayer de... Il y en aura peut-être dans la salle. Non, mais je vais essayer de poser la question peut-être de manière un tout petit peu différente, je vais dire moins principielle. D'abord, ce que vous dites tous les deux, tous les trois, c'est des questions que je me pose aussi. En disant sur la vulnérabilité, on ne peut pas créer une situation où on demanderait implicitement aux gens d'arbitrer. Alors, mais il y a finalement un arbitrage possible, effectivement, je suis très affaibli, je suis une charge pour... Moi, j'essaie juste de regarder, comme demain législateur, la situation actuelle par rapport à ce que disait Jean-Pierre Poisson sur la question de est-ce qu'on a ouvert la porte. Aujourd'hui, il existe une loi qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui permet, parce qu'il faut quand même se dire les choses, à des médecins d'accélérer la mort quand le pronostic vital est engagé. C'est la sédation profonde et qui le permet. Donc aujourd'hui, non mais je pense que c'est important d'être un peu, de rentrer dans la situation actuelle. Donc cette possibilité-là existe déjà pour des cas extrêmement difficiles, et j'allais dire dont le pronostic, et j'insiste là-dessus parce que c'est là où le débat va se focaliser, le pronostic vital est engagé à très court terme. Et les médecins accompagnent la fin de vie et par une sédation profonde,
déclenche d'une certaine manière la fin de la vie et donc la mort. Bon. Ça, c'est le cas actuel. C'est l'équilibre qui a été trouvé par la loi Claes-Leonetti. Si je vous écoute, même la loi Claes-Leonetti pose tous les problèmes que vous avez soulevés. Donc je ne me pose pas dans la situation où nous devrions revenir en arrière. La loi, elle est. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette loi, elle permet de traiter des cas compliqués, dont certains, vous avez pu en entendre parler, moi qui m'interpelle aussi comme législateur, quand je vois que certains de nos concitoyens finissent par partir en Belgique ou à l'étranger, c'est normal que ça nous interpelle. En disant, au fond, est-ce que la loi, est-ce que l'offre de soins, on reviendra sur l'offre de soins palliatifs parce qu'on a un gros problème dans le pays, parce qu'ici, peut-être qu'on a une offre relativement riche, il y a des départements dans lesquels il n'y en a pas. Il y a des zones blanches en matière de soins palliatifs. Et je pense que ça, c'est partie du sujet. Et quand même, quand j'ai discuté avec des professionnels, des médecins, je leur ai dit, mais est-ce qu'au fond, vous n'avez pas quand même des cas de figure très compliqués, où la médecine est au bout de ce qu'elle peut faire, ce qu'on appelle des souffrances réfractaires, avec des maladies qui amènent irrémédiablement à la mort, mais pas nécessairement immédiatement, mais dans un avenir proche de moyen terme. Est-ce que vous avez eu quand même des cas très difficiles? La réalité, c'est qu'on m'a dit oui, bien sûr, voire même des médecins, je le dis ici, dans la zone grise. Et on dit, oui, et des fois on est un peu provoqué. Voilà. Donc, est-ce que la loi elle est parfaite? Aujourd'hui, elle ne me semble pas couvrir tous les cas de figure. Et je pense qu'on ne peut pas laisser un certain nombre de nos concitoyens qui, face à des maladies terribles, avec des souffrances terribles, dont les soins palliatifs, même en ayant accès, ne permettent pas de soulager complètement les malades, dont le pronostic vital est engagé au moins à moyen terme, sans solution. Et je trouve que ça, c'est comme ça que moi je pose la question. Plutôt qu'une question principale, je parle à ma commission, c'est plutôt ça moi qui m'interpelle, c'est est-ce qu'on peut décaler le pronostic vital engagé à court terme à pronostic vital engagé à moyen terme? Et moi j'ai rencontré des cas de figure comme ça. Est-ce qu'ils sont très nombreux? Peut-être pas. Est-ce qu'ils seront demain très nombreux si la loi est votée? Peut-être pas non plus. Deuxième élément qui me semble fondamental, et là c'est pas l'aide active à mourir, c'est que je crois que pour accompagner dignement la fin de vie, il faut qu'on ait une offre de soins palliatifs partout sur le territoire. Absolument. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans la Convention citoyenne, c'était une des premières, j'allais dire, un des premiers constats, quand les citoyens, comme vous et moi, choisis au hasard, se mettent autour de la table, ils disent la situation aujourd'hui, elle n'est pas acceptable pour deux raisons. Un, l'accès aux soins palliatifs n'est pas garanti à tous. Donc ça, c'est un problème. D'où la question de la proposition de loi de généraliser les soins palliatifs. Il y a une stratégie décennale. Et ils considèrent, dans leur immense majorité, qu'il y a quand même des cas de figure très compliqués dans certains, dont on a pu le débat dans la presse, qui méritent à ce qu'on trouve une solution, qu'on déplace un peu l'équilibre. Et après, moi, je serais très prudent sur les comparaisons internationales. Il n'y a pas de modèle universel. Moi, je crois qu'on a un modèle français qui est très différent de ce qui se passe en Belgique, très différent de ce qui se passe au Canada. On le voit dans le domaine médical, mais dans tout autre domaine. Et après, regardons précisément ce qu'il y a dans le projet de loi, et c'est ça dans la proposition de loi. Ce n'est pas un droit à mourir dans n'importe quelle circonstance, ouvert à tout le monde. C'est extrêmement précis. Il faut regarder le texte tel qu'il est écrit sur des maladies extrêmement graves, avec un pronostic vital. Et c'est là où le déplacement de la loi Claes-Leonetti, ce n'est pas nécessairement à court terme, mais c'est à moyen terme. C'est là qu'il ouvre le débat et dire, avec un enjeu fondamental autour du consentement. Moi, j'ai vu quand même, et ça vous êtes bien mieux placé que moi, un médecin qui me disait, j'ai vu des gens, après un accident ou après l'annonce d'un pronostic, vouloir mourir. Et 15 jours, 3 semaines après, plus. Donc, comment vous recueillez le consentement? Comment on s'assure que si jamais ce droit il existe, il est très encadré et qu'il fait l'objet lui aussi un peu d'un chemin d'une certaine manière. Donc voilà, donc, moi je trouve que la question qui est posée au législateur, elle est autour de ces questions-là. Voilà, le droit il existe, c'est la loi Claes-Leonetti. Est-ce qu'il faut le décaler un petit peu pour permettre de prendre en charge, notamment, on connaît bien les maladies neurodégénératives notamment, dont le pronostic, hélas, est un peu sans issue, mais qui n'arrive pas tout de suite, et qui peut générer des souffrances très importantes. Et moi, voilà, comme législateur, c'est la question que je me pose.
Est-ce qu'il faut traiter, apporter des solutions pour une partie de nos concitoyens? Et je ne peux pas me résoudre à les voir franchir la frontière pour aller mourir dans un autre pays parce qu'ils n'y arriveraient pas ici dans notre cadre existant. Vous posez très bien les questions, mais simplement voir ce qui se passe ailleurs permet de constater que dans tous les pays où ça se passe, tous les verrous ont sauté, c'est ce que vient de dire Jean-Frédéric Poisson. Donc, on sait très bien que si on ouvre beaucoup plus la loi vers soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, eh bien les verrous sautent. À propos du nombre, Emmanuel, j'ai entendu le chiffre de 300 000 personnes en France qui ont besoin, enfin qui sont dans des situations un peu critiques, qui ont besoin de soins palliatifs, et que presque la moitié d'entre eux, soit n'ont pas la connaissance des soins palliatifs, soit ne peuvent pas y avoir accès. Et du coup, est-ce que, alors là, je m'adresse à nouveau aux députés, est-ce que du coup, ce ne serait pas plus sage de se laisser 1 an, 2 ans, de façon à déployer sur tout le territoire français à la fois les soins palliatifs et aussi la connaissance qu'on a ces soins avant de légiférer? Pourquoi, à nouveau, et c'était une de mes premières questions initiales, pourquoi se précipiter pour légiférer? Et est-ce que l'association qui promeut le droit à mourir n'exerce pas une pression sur le gouvernement tel qu'on se dit il faut faire passer cette loi sociétale? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure en préambule le processus qui vous a conduit à la période où on est actuellement. Et il y a eu notamment ce fameux avis du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, l'avis 139, qui, depuis sa création, depuis les années 80, s'était toujours opposé à une forme de légalisation du suicide assisté ou l'euthanasie. Et qui, pour la première fois, dans cet avis numéro 139, a dit qu'il existait une voie éthique pour permettre à certaines personnes d'avoir accès au suicide assisté, et pour celles qui n'auraient pas la capacité de se suicider de façon assistée, d'avoir accès à un geste euthanasique. Mais dans la même phrase, il était dit aussi qu'il ne serait pas éthique de proposer une forme d'aide active à mourir s'il n'y avait pas un accès universel, en tout cas proposé à tous les Français, égal aux professionnels et aux techniques de soins palliatifs. Donc ça, effectivement, ça pose question. Mais c'était bien tracé dans l'avis du CCNE. Voilà. Concernant les chiffres que tu dis, Christophe, effectivement, et ça c'est dans un rapport de l'IGAS, il me semble, on estime que sur 600 000 décès par an, environ en France, la moitié de ces personnes qui décèdent nécessiteraient d'avoir accès à des professionnels de soins palliatifs. Aujourd'hui, on estime qu'avec la couverture sur le territoire, que ce soit dans les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, les services qui interviennent à domicile, les hospitalisations à domicile, et les gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les lits identifiés de soins palliatifs, on couvre à peu près la moitié, c'est-à-dire 150 000 de ces 300 000 décès. Voilà. Pour rester sur les chiffres, vous évoquiez ces Français qui partent à l'étranger pour mourir. Effectivement, il ne faut pas négliger cette problématique parce que c'est une réalité. Malgré tout, en 2024, c'est une centaine de personnes. Sur 600 000 Français qui décèdent chaque année, une centaine de personnes qui vont effectivement en Belgique pour avoir accès à l'euthanasie. Pour répondre à la question sur l'urgence ou le sentiment qu'on se précipiterait, j'ai l'impression quand même que cette question elle est dans le débat depuis un moment, que d'une part, j'allais dire l'opinion publique, et c'est pas un gros mot dans la bouche, opinion publique. Enfin, moi je suis parlementaire, je représente les Françaises et les Français, que l'opinion bouge énormément sur le sujet, qu'il y a une demande sociale pour qu'on se penche sur cette question-là. Et pour clarifier mon propos, je ne pense pas qu'à ceux qui ont franchi la frontière, mais à tous celles et ceux qui le voudraient, qui ne le font pas. Parce que c'est quand même sacré. On parle d'égalité d'accès aux soins palliatifs, vous imaginez la logistique, les moyens qu'il faut, l'organisation pour. Donc je pense quand même qu'il y a un moment, social sur cette question-là. Il n'y a pas de précipitation quand on voit, y compris la réaction dans le débat public, les sondages qui sont faits, les réactions politiques autour de cette question-là, et aussi parce qu'une forme de vieillissement de la population
et donc la confrontation aussi à des situations de maladies qui sont des fois, qui présentent un certain nombre de niveaux de souffrance très élevés, je pense que cette question-là se pose. Et enfin, je voudrais peut-être préciser deux choses. Je pense que cette question-là, presque plus une question médicale en fait. C'est aussi quand on touche aux limites de la médecine. Quand vous avez, je ne suis pas médecin, mais pour en avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, il arrive parfois que la médecine n'arrive pas à soulager. N'arrive pas à soulager, à répondre à des violences, des souffrances. Le lapsus n'est pas complètement... des souffrances très fortes. Et donc là, je pense qu'on quitte le champ de la médecine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je suis très sensible à l'argument des soignants. Ce que vous disiez sur le changement de blouse, en disant, mais moi, le serment d'Hippocrate, je n'ai pas fait tout ça pour être celui qui est médecin. Et je le comprends, mais alors, bon, tout à fait. Mais donc là, on quitte le champ de la médecine. Et là, plutôt, un sujet autour des libertés individuelles face à une situation sans solution. Bon, voilà donc. Et je pense que la question se pose maintenant un peu comme ça. Merci, parce que du coup, je reviens donc à l'évocation par Jean-Frédéric Poisson de cette célèbre phrase du Décalogue que tout le monde connaît, « Tu ne tueras point ». Est-ce que, alors d'une part, vous l'avez évoqué, ça ne va pas poser un problème important pour les soignants, parce que si on se réfère à cette notion d'euthanasie, c'est les médecins ou les soignants qui devront faire le travail de préparer le produit létal pour mettre fin à la vie. Donc ça pose quand même un problème. Et puis, moi j'ai l'impression aussi que dans notre pays, en fait, la référence aux valeurs, alors Jérôme Fourquet a dit que les valeurs sont calquées sur les valeurs chrétiennes, mais aujourd'hui, les chrétiens représentent quelques pourcents dans la population, donc c'est plus du tout une référence visible, c'est plutôt une référence qu'on ne voit pas trop. Et du coup, aujourd'hui, comme il n'y a plus de référence, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Jean-Frédéric ou Emmanuel qui parlait du Comité national d'éthique, Jean-François Delfrécy, il y a quelques années, disait, je crois que c'était à propos de la PMA, écoutez, moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou mal, ce n'est pas mon rôle. Donc, ça veut dire que si le Comité national d'éthique, à qui on s'adresse pour déterminer ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire, et ensuite demander à vous, les députés, de voter, n'est pas capable de le déterminer, ça pose quand même un grave problème. Dans le cas de conscience, il y a une référence évidemment à la conscience de chacun et aussi à la religion. Déjà, la définition dit que le cas de conscience, c'est très difficile de prendre une décision parce que voilà, on ne peut pas prendre, c'est pas A et B, c'est A ou B. Mais là, on voit qu'on est dans un cas encore plus compliqué. Donc, comment fait-on? Alors, je ne sais pas si je m'adresse à gauche aux philosophes, ou aux députés, ou aux médecins. Je ne sais pas qui va répondre. La situation a parfaitement été campée jusqu'ici, de sorte que le législateur, comme souvent d'ailleurs, se trouve en face d'un choix qui est assez clair, consiste à se dire jusqu'à quel point, une question en tout cas qui est claire, jusqu'à quel point est-ce que je peux engager symboliquement la totalité de l'ordre légal pour régler un certain nombre de situations particulières qui sont en réduit. Est-ce qu'on peut légiférer pour régler des situations particulières? Autre manière de le dire, alors je vais reprendre la question par le début, si j'ose dire. Toutes les lois qu'on vote ont une portée dans le champ de la loi et au-delà du champ de la loi. Quand on vote une loi sur le code du travail, sur le contrat de travail, par exemple, bien sûr, cette loi sur le contrat de travail ne s'applique qu'à ceux qui ont un contrat de travail, aux salariés. Les autres ne sont pas concernés par le contenu de la loi.
Mais tout le monde comprend que cette législation, cette loi sur le contrat de travail, dit quelque chose de ce qu'est le travail, ce qu'est un contrat, ce qu'est une obligation. Et en ce sens, toutes les lois, même si elles ne concernent pas la situation particulière individuelle de tout le monde, portent un message pour tout le monde. C'est l'aspect universel des lois. Et s'il n'y a pas eu d'aspect universel dans les lois, ce ne sont pas vraiment des lois. Première difficulté. Deuxième difficulté, on va mettre un peu d'animation dans la salle, si vous le permettez, je vais revenir 2 instants sur la crise Covid. Ça va vous occuper 2 minutes. Je vous promets, je ne venais pas vous la faire à l'envers, comme on dit, sur un terrain de rugby. J'ai discuté avec un des pontes d'infectiologie française il y a quelques jours, à qui je disais quand même, vous avez exagéré, parce qu'on a très vite su que les vaccins n'empêchaient ni la transmission, ni la contamination, etc. Et il m'a dit, mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle en médecine le facteur d'observance? Alors j'ai dit non. Et il me dit, c'est simple, si on avait dit cette vérité-là, alors un bon nombre de personnes ne seraient pas allées se faire vacciner, y compris des personnes qui étaient à l'époque des sujets à risque, et donc on aurait perdu un certain nombre d'existances, ou perdu un certain nombre de patients, et en définitive, donc si je comprends bien, je lui dis que vous êtes obligé de mentir. Il me dit, c'est un peu ça. Et alors je lui ai dit, mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du prix du mensonge, ou du coût du mensonge? Parce que malheureusement pour vous, ce mensonge-là, il va bien au-delà de l'épidémie. Il porte un discrédit sur la gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics. Il porte un discrédit sur la confiance qu'on accorde à la parole des médecins quand ils parlent de cette télévision. Donc en fait, ce mensonge-là qui fait pour préserver un certain nombre de vies, combien, je ne sais pas, provoque des ravages dans le corps social en termes de dislocation, en termes de méfiance, en termes de cohésion, dont je ne sais pas très bien mesurer quantitativement l'impact. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que, non seulement à l'occasion de cette crise d'isolement que nous avons tous subi, et je pense aux jeunes lycéens qui sont ici, la génération qui t'appelle plus âgée que vous, alors, payer un lourd tribut à cet isolement-là, une forme de fracturation s'est produite dont nous avons, je trouve, beaucoup de mal à sortir. Troisième élément, il y a un moment où, comment dire, d'une certaine manière, je crois, force sera restée à la loi. C'est la synthèse des deux idées que je viens de partager avec vous. D'autant plus que la loi Claes-Levitti existe, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Gatin, elle est problématique. Elle contient des choses qui sont, en principe, pas acceptables sur le plan éthique. Par exemple, le fait qu'il est possible pour les patients qui sont en fin de vie d'arrêter la nutrition et l'hydratation, c'est quand même extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Mais passons. Ce qui est sûr, c'est que, quels que soient les dérives possibles contenues dans cette loi, des choses qui sont sur le plan éthique difficiles à accepter, elle représente en tout cas un instrument, ou elle est un instrument qui permet de régler l'immense majorité des situations difficiles auxquelles les patients, leurs familles et les corps médicaux sont confrontés. L'immense majorité. L'évoquait tout à l'heure, les douleurs infractaires, j'en ai quasiment plus. Très franchement, il y a guère plus de douleur maintenant que la médecine ne s'est pas soulagée. Est-ce qu'on n'éradiquera jamais la souffrance? Je crains qu'elle soit essentiellement liée à la condition humaine, tout court, humaine de l'homme déchu quand on est chrétien, ce qui est pas un certain nombre de personnes ici, je crois comprendre. C'est assez inséparable de ce que nous sommes. Donc, je ne suis pas sûr qu'on en vienne à bout. En tout cas, on sait l'accompagner, on sait lui donner des contours, on sait la diagnostiquer, on sait faire tout ça. J'ai été pendant 5 ans représentant du Parlement au sein de l'Observatoire national du suicide, donc j'ai abordé aussi ce genre de questions avec les plus grands spécialistes français de cette notion-là. On voit très bien que si on avait eu ce débat il y a 30 ou 40 ans,
on aurait été dans le bleu, franchement, parce que comment dire, le traitement de la douleur, on savait quasiment pas ce que c'était, la prévention des maladies psychologiques, des pathologies psychologiques, on ne savait pas ce que c'était, la prévention des risques psychosociaux, que ce soit à l'école ou en entreprise ou ailleurs, c'était zéro. Enfin, regardez simplement. J'espère que vous ne fréquentez pas trop souvent les hôpitaux, en tout cas, sauf si c'est votre métier, bien sûr. Mais nous avons tous été confrontés chez le médecin ou à l'hôpital, à un moment ou à un autre, à quelqu'un qui vient nous voir, une manche très rassurante, chez le docteur, et un papier dans la main qui dit sur l'échelle de la vie, vous avez mal à combien? Vous avez connu cette expérience. Essayez de vous souvenir la première fois que ça vous est arrivé, c'est pas si vieux. Parce que l'attention à la douleur, le soulagement de la douleur, n'était pas quelque chose qui était une obligation, n'allait pas de soi, y compris dans les cliniques et les centres hospitaliers. C'est assez récent de se dire on va faire attention à la douleur. On va faire attention aux pathologies psychologiques, à la souffrance psychologique qui accompagne souvent des situations de détresse en termes de santé physique, cette fois-ci organique. C'est récent, c'est très récent. Mais le souci qu'on y porte est récent, les techniques nouvelles sont récentes, la capacité de parler entre acteurs est récent. Je ne suis pas médecin, ça ne m'a pas échappé, mais comme élu local, cette fois-ci, le président de la communauté d'agglomération, j'ai lancé sur le territoire dont j'avais la charge des personnes qui sont des points d'entrée dans les systèmes d'écoute psychologique, des systèmes de prévention du suicide, enfin bref, on fait des choses maintenant. Personne n'est laissé à lui-même, personne ne peut être. Il restera toujours, très probablement, des situations que malheureusement, à part par la compassion, la présence et la tendresse, on ne s'est pas très bien traité. Ça, c'est vrai. C'est affreux, c'est insupportable, c'est exact. Cela étant dit, deux choses. Je termine par là. La première, c'est la loi Leonetti, elle est faite pour les gens qui vont mourir. Les lois qui arrivent sont faites pour les gens qui veulent mourir. C'est absolument différent. C'est absolument différent. Quand vous avez en tête cette différence, je pense que ça donne une clé, il y a plusieurs clés. Une clé d'interprétation de ce qui va se produire, enfin ce qui a commencé à se produire, puisque le débat a déjà commencé, hein, ça a été dit tout à l'heure, il a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée, mais ne serait-ce que ça vous indique que ça change quand même beaucoup de choses. Avec deux événements, des incidences, pas simplement dans le code de la santé, mais dans le code pénal. Parce qu'il y a également, évidemment, des mentions de pénalisation qui indiquent là aussi qu'on change d'univers. On n'est pas dans une démarche de continuité. Les lois qui arrivent ne sont pas la continuation normale des lois qui existent. Ces lois qui arrivent marquent une rupture nette. Encore une fois, on change de paradigme législatif, on change de code d'une certaine manière, on change d'attitude du patient et on change d'organisation du système de santé. Quant à la cohabitation, à défaut des mêmes endroits, en tout cas en même profession, des acteurs de soins palliatifs dont j'espère le développement rapide, ça prendra malheureusement plus de 2 ans, comme disait tout à l'heure M. Carina, c'est une opération qui est très ferme. La coexistence dans le même système de santé, que ce soit public ou privé, ça n'a pas d'importance. Des gens qui continueront de faire vivre le code de déontologie, la charte des soins infirmiers et des autres textes fondateurs au jour le jour, d'un côté, puis d'un autre côté, ceux qui sont chargés d'abréger un certain nombre de souffrances pour des choses politiquement, vous voyez bien encore, ce sont des univers qui sont absolument pas comparables. La coexistence de ces deux univers dans les mêmes esprits, dans les mêmes organisations, parfois dans les mêmes lieux, parce que je veux dire tout ce qu'on veut, mais je suis l'ancien ministre du budget, les maisons dont je suis en train de dire, c'est pas des maisons de santé, c'est des maisons qui sont prévues dans le texte pour accueillir du malade en. J'ai vu de. Il s'agit de. Comment? Peut-être maison, je sais pas. Il s'agit de construire des maisons pour accueillir des gens qui petit à petit vont s'en aller, mais tout ça coûtera aussi des sous et du temps. Donc, moi je crois qu'il faut bien. Il faut bien prendre en compte
le fait que il y aura pas d'exception française sous ce rapport, comme d'ailleurs il y en a assez rarement finalement. Tous les autres textes qui concernent le rapport entre l'homme et la vie, qu'on appelle habituellement, parfois dans un sens très large, du code bioéthique, tous ont connu un élargissement progressif et un abandon de la fermeté initiale des principes qui étaient là pour les encadrer. Il n'y a aucune exception. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait maintenant à ce sujet, parce que le mouvement de l'histoire, alors on peut aider ça, s'en plaindre, s'en féliciter, je n'en sais rien, c'est comme ça que ça se passe. L'homme n'a pas compris encore complètement que, surtout quand il touche à ces sujets-là, il vaut mieux mettre des garde-fous extrêmement solides, intouchables, pour se contenir un certain nombre de dérives, quitte parfois à être dans l'incapacité d'avoir une très grande difficulté à traiter des situations individuelles graves. Voilà. L'alternative, je pense, c'est ça. Qu'est-ce que vous en Vous pensez? me permettez de réagir, parce qu'il y a quelques points que je ne partage pas. Bon. D'abord, sur la réalité du texte. On ne peut pas dire que c'est un texte qui permet à ceux qui veulent, demain, de mourir. Non, ce n'est pas c'est bien ceux qui veulent, parce que c'est ceux qui veulent et qui vont mourir. Si, le texte, il faut être précis, dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Donc vous êtes face à des malades dont le pronostic vital est engagé, mais non pas à quelques jours, mais qui peut être à moyen terme, à quelques mois. Parce que la maladie dont ils souffrent génère des souffrances telles, et le pronostic, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de guérison possible, est engagé. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Moi, j'invite chacune et chacun d'entre vous à toujours regarder le texte tel qu'il est. Tel qu'il est. Aujourd'hui, c'est possible pour des situations de court terme, et disons la vérité, je l'ai dit, mais je le redis quand même, vous avez des équipes médicales qui pratiquent la sédation profonde. Donc, cet acte-là existe. Donc, si je vous suis, M. Poisson, vous dites en fait, cette loi était même mauvaise, puisqu'elle a ouvert la porte. Je pense que ça a été un progrès. Je pense que la loi Klesinski a été un progrès qui permet de répondre à un certain nombre de situations. Bon. Donc, je le redis, on ne peut pas dire que c'est une forme de libéralisation du droit à mourir dans un cadre accompagné pour celles et ceux qui le souhaiteraient dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle condition. Il suffirait de demander et puis quelques semaines après. Non, ça ce n'est pas vrai, ce n'est pas le texte. Et c'est en aucune manière le texte que moi je voterai. Et je ne pense pas que ce soit l'intention à ce stade du législateur. Je trouve par ailleurs la comparaison avec la vaccination, permettez-moi de vous le dire, un peu... non, je ne peux pas vous le laisser. Et encore une fois, moi je suis un simple député, j'essaie de m'appuyer sur la science. La vaccination est là pour protéger, elle a protégé. Bon, je ne veux pas qu'on fasse le débat vaccination, je trouve que notre débat est suffisamment compliqué comme ça, mais attention à ne pas tout amalgamer sur un certain nombre de sujets. Après, est-ce que la loi, parce qu'elle est universelle, ne devrait pas traiter des cas qui ne sont pas unanimement répandus dans la population? C'est une vraie question pour un législateur. Pardonnez-moi de vous dire, chers collègues, il a dû vous arriver, dans le passé, de voter des lois sur des sujets très spécifiques, pour telle production agricole, pour tel secteur industriel, parce que tels anciens de la sidérurgie, dans tel endroit pour lesquels on a... Ce que je veux dire, c'est que le législateur, il est aussi là, même dans l'unité nationale, pour traiter des cas qui ne sont pas unanimement répandus, mais qui nécessitent que le législateur s'en préoccupe. Parce qu'on est là, non pas pour la majorité, mais pour chacune et chacun des Français. Et donc moi, je suis persuadé que même quand j'ai, comme député, sollicité sur des cas individuels, il n'y a pas de petites problématiques. Voilà, donc je pense qu'on est en plein dans notre droit. Je vous rejoins, en revanche, sur la question des soins palliatifs. J'irai même un peu plus loin. Je pense que ça pose un certain nombre de questions pour les médecins eux-mêmes. Ce qui a bien montré, je crois, les travaux, y compris de spécialistes de la prévention, je pense qu'il faut que les médecins soient formés. Ce qui n'est pas le cas de tous les médecins aujourd'hui à cette problématique-là.
qu'ils soient formés, je crois qu'il faut qu'il y ait des filières universitaires, je pense que cette question-là doit progresser dans notre pays sur les soins palliatifs. Et enfin, je voudrais tester avec vous un autre argument qu'on m'a avancé un peu récemment, en disant la seule création de ce droit potentiel, dans un cas très particulier, est de nature à rassurer une grande partie de celles et ceux qui vont être confrontés à la maladie, à la souffrance, sans nécessairement l'utiliser, mais en se disant demain, si je suis face à de tels niveaux de souffrance, je sais que cette solution existe. Et enfin, dernier argument, je crois que c'est ce que vous disiez, il n'y a plus de valeur. Mais permettez-moi de vous dire que je crois que c'est un sujet, un débat qui est construit autour des valeurs. Et autour d'une valeur qui est mise en avant, la question de la liberté. Mais qui se conjugue, attendez, qui se conjugue avec d'autres valeurs, je l'entends tout à fait, mais je crois que dans le débat autour de l'aide active à mourir, se loge quand même un débat de valeurs. On ne peut pas dire, juste dire, il y a une forme de consumérisme ambiant, vous voyez ce que j'entends, ces critiques-là, mais il y a quand même derrière tout ça l'idée de la liberté, je crois. Donc il y a quand même un débat autour des valeurs. Et c'est quand même une valeur cardinale dans notre démocratie. Est-ce que c'est pas quand même beaucoup, pour beaucoup, une question de liberté individuelle? C'est-à-dire, moi, je ne veux pas mourir. J'ai eu cette discussion avec André Consponville il y a 2 ans, quand on était à Nantes, puisque déjà le sujet était abordé. Il m'a dit, vous savez, Christophe, moi, je n'ai pas envie de souffrir, et surtout, si j'attrape Alzheimer, il a 3 garçons qui sont grands, je n'ai pas envie d'être une charge pour mes garçons. Mais d'après ce que disait tout à l'heure Emmanuel en parlant de la possibilité que cette loi advienne, il disait au contraire que ça crée la peur chez les personnes. Parce qu'en fait, des personnes fragiles, des personnes âgées, qui se disent voilà, mes enfants ou les proches, je suis une charge pour eux, donc bon, bah, s'il y a une loi pour que je puisse partir dans l'autre monde, bon, bah, je ne serai plus une charge. C'est vers ça qu'on tend aussi. C'est ça la question. Et ça, c'est une question aussi d'éthique. Et comme effectivement, on est dans un référentiel aujourd'hui où la République, ayant calqué ses valeurs sur les valeurs chrétiennes, mais sans plus de fondement, de racines, de référence à un Dieu, ben, c'est très difficile pour les gens de se déterminer. Donc en fait, les gens, ben, voilà, c'est le résultat des sondages. Si vous avez un sondage d'une association qui est pour le droit à mourir, ils vont dire, ben, si vous avez extraordinairement mal, est-ce que vous voulez mourir? Ben, les gens vont dire, oui, moi je ne veux pas souffrir. Donc c'est un peu biaisé au départ. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est ce cas-là? Alors, moi, je ne crois pas juste que vous dites, bon, il y a eu un sondage lancé par une association qui est très militante, qui défendrait ce droit. Moi, j'en reviens à la Convention citoyenne. Non, mais je trouve que c'est un bon exercice. Vous prenez des Français représentatifs de la population, au hasard, qui ne connaissent pas le sujet. Ah si, au hasard. Ah aussi, vous en doutez aussi, bon, on aura du mal à dérouler mes arguments. On ne peut pas douter de tout non plus. Hein. Bon. Faites-moi un peu confiance. La Convention citoyenne, et ça a été d'ailleurs, ça a été fait de manière extrêmement régulière. Les gens ont changé d'avis. C'est très intéressant de voir que les gens ont changé d'avis. Et à la fin, quand même, vous arrivez à créer un consensus de gens très différents. Et qui se retrouvent, c'est pour donner le contrepoint. C'est pas juste, je ne crois pas que, comment dirais-je, le fait qu'on considère qu'il y a une forme d'envie de la société d'aller dans cette direction-là soit juste l'effet d'une campagne militante avec un sondage. Vous voyez bien, y compris d'autres exercices comme la Convention citoyenne, vous voyez bien qu'il y a l'envie d'une part de rassurer sur la possibilité de mourir dans la dignité, ou la question des soins palliatifs, et de résoudre des situations qui nous semblent contraires à la dignité d'une certaine manière. Bon. Et donc, il y a cette envie quand même dans la population française, et je trouve qu'il ne faut pas balayer la Convention citoyenne. Et alors, enfin, l'arbitrage entre la liberté individuelle et la liberté et la contrainte collective,
c'est précisément le bon contrepoint pour M. Poisson sur l'obligation vaccinale. C'est qu'on impose, c'est parfait délire, c'est qu'on impose une obligation collective dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt individuel. Emmanuel, alors, du coup, tu vas peut-être répondre aussi, mais je voudrais qu'on t'entende parce qu'un des arguments aussi invoqués pour créer une nouvelle loi, c'est des cas particuliers, comme évidemment des personnes qui sont touchées par la maladie de Charcot. Est-ce que tu peux aussi nous en parler? Parce que je crois que tu connais bien ces cas-là. Alors effectivement, c'est une maladie dont on parle beaucoup quand on parle de ces questions autour de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, parce qu'il y a quelques personnalités certaines sont très médiatiques, récemment l'histoire de Charles Vietri, je ne sais pas si vous avez un peu suivi ça. Et c'est une question qui est reprise régulièrement, notamment par cette association dont vous parlez, qui s'appelle l'Association du droit à mourir en intimité, qui dit qu'il faut faire une loi pour ces malades. Alors moi, déjà, j'ai du mal avec cette idée que je vois la métaphore agricole que vous avez utilisée tout à l'heure pour certains types de production. J'ai du mal avec l'idée quand même qu'on ferait une loi pour un type de maladie. Je pense que ça, c'est complètement hors sujet. Et à mon avis, les députés n'iront pas vers ça. Le rapporteur non plus. Il ne s'agit pas de faire une loi pour la maladie de Charcot. Ensuite, de mon expérience, oui, j'en ai rencontré beaucoup. Et j'en rencontre toujours des patients qui ont cette maladie, qui est une maladie terrible. Alors peut-être que pour éviter de faire des discours autour de ce que je pense de cette maladie et de son évolution, parce qu'elle évolue sous différentes formes, je peux peut-être juste vous raconter un témoignage d'une personne que j'ai rencontrée il y a 1 an maintenant. Je pense que c'était en février ou en mars 2024. Un monsieur qui est venu en hôpital de jour, parce que, comme je vous l'ai dit, on a un hôpital de jour de soins palliatifs, donc on suit des patients qui sont à domicile. Et donc ce monsieur est venu, il m'a dit, voilà, j'ai étudié son dossier, il était adressé par le centre SLA, donc sclérose latérale amyotrophique, qui est un centre qui se trouve au CHU de Bordeaux, parce qu'il avait, parce que entre autres, mais en tout cas, il arrivait avec cette demande de mort anticipée. Ça a été tout de suite une question assez franche de sa part. Il m'a expliqué, écoutez, moi je sais ce que j'ai comme maladie, je le connais un petit peu parce que j'ai regardé sur internet et puis j'ai demandé aux spécialistes du centre SLA comment on terminait sa vie avec la maladie de Charcot. Et moi je me suis fixé une limite. Ma limite, c'est quand j'arriverai plus à me gratter le mollet, je veux mourir. Donc les choses étaient posées comme ça. Alors bon, c'est un peu compliqué, mais on est habitué à ça. On est habitué à ces demandes de mort, à ces demandes de mort anticipées. Parce qu'on en a régulièrement. Je vous ai dit que ceux qui persistaient dans leur demande de mort jusqu'à la fin, je les comptais sur les doigts d'une main. Mais chaque semaine, chaque mois, j'en rencontre des gens, parce qu'ils sont dans des états de souffrance terribles, demandent à ce que leur vie se termine. Ensuite, c'est effectivement la façon dont on va y aller. Et donc cet homme, on a acheminé ensemble, parce que ça a été un long chemin. Un long chemin qui a fait que, comme il l'avait prévu, et comme je le savais moi-même, son état s'est dégradé. Alors malgré tout, il a toujours réussi à se gratter le mollet, bizarrement. Il s'imaginait déjà des choses qui allaient se passer et qui n'ont pas eu lieu. Jusqu'à ses derniers jours de vie, il pouvait continuer à se gratter le mollet. Par contre, ce qu'il n'avait pas anticipé, ou alors ce qu'il n'avait peut-être pas trop prévu, c'était sa dépendance à des machines pour l'aider à respirer. Et ça, il m'en avait jamais parlé. Et d'ailleurs, au début, il ne m'en parlait pas du tout. Parce que petit à petit, la gêne respiratoire s'est installée, on lui a proposé une machine pour l'aider à respirer, il s'est fait à l'idée de cette machine, et puis voilà, la machine a été installée à peu près vers septembre, je pense, après l'été. Il avait de plus en plus besoin de cette machine, et je voyais son état respiratoire se dégrader. Et dès le départ, avec lui, je m'étais engagé, comme on le fait actuellement pour tous les patients que je suis. On s'engage avec eux. On leur dit, écoutez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, jusqu'à la fin, nous, on sera là pour vous aider, pour vous soutenir. Et donc, on a cheminé tous les deux. Lui, au début, il venait tout le temps avec cette demande de mort anticipée, de dire, j'arriverai plus à me gratter le mollet. Il l'a redit, plusieurs fois. Et moi, je lui disais, écoutez, il y aura peut-être d'autres choses. Il va peut-être se passer d'autres choses. Mais par contre, on sera là. Et on sera là jusqu'à la fin. Et il y a un climat d'alliance, une alliance thérapeutique qui
qui s'est créé. Il y a un lien très fort avec ce malade et avec son épouse. Voilà. Et petit à petit s'est posé la question de la sédation. Alors vous avez beaucoup parlé de la sédation, l'un comme l'autre. Moi, je peux donner mon expérience de terrain, parce que c'est une technique médicale, la sédation. Et la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès tel qu'elle est décrite dans la loi 2016, c'est une des techniques, une des pratiques de la sédation en situation palliative. Mais ça n'est pas la seule. Mais malgré tout, aujourd'hui, avec ce cadre législatif, effectivement, le malade peut demander à être endormi et à être maintenu endormi jusqu'à son décès. Et c'est ce qui s'est passé. À partir du mois de novembre, décembre, il a commencé à parler de ça. Il était de plus en plus dépendant de la machine. Au début, c'était quelques heures par jour, et puis progressivement, c'est devenu quasiment en continu. Chaque geste, chaque mouvement était très invalidant et très difficile. Et puis finalement, cette alliance, on a réussi, finalement, l'un comme l'autre, à trouver un point d'équilibre. Et à un moment où il m'a dit, c'était après Noël, il m'a dit, là, j'en peux plus, vraiment. On en a beaucoup parlé en équipe, avant qu'il arrive, avant qu'il soit hospitalisé, parce qu'on lui a proposé l'hospitalisation. Il arrivait toujours à se gratter le mollet. Il respirait de moins en moins bien. On lui a dit, écoutez, vous allez rentrer dans le service, on va évaluer un petit peu vos symptômes, on va évaluer un peu vos souffrances, et puis on va voir un peu comment ça se passe, comment se passent les choses. Et finalement, il est resté en alliance avec nous jusqu'à la fin. Et quelques jours avant sa mort, effectivement, il a décidé qu'il voulait arrêter la machine de ventilation. Donc ça aussi, c'est écrit dans la loi, que toute personne a le droit de refuser un traitement, soit de refuser de l'initier, soit de refuser de le maintenir. Et lui, c'était son cas. Et là, il y a une évidence qui s'est établie au sein de l'équipe pour dire que, bien évidemment, et ça aussi c'est cadré par la loi, il fallait l'endormir pour pas qu'il ne vive les souffrances liées à la carence en oxygène, au fait qu'il n'avait plus la machine. On a laissé la machine, on l'a endormi, on a arrêté la machine, qui le maintenait artificiellement en vie, et il est décédé quelques jours après. Voilà. Tout ça pour vous dire que oui, cette maladie, elle est dure, oui, cette maladie, elle est terrible, oui, elle peut engendrer des souffrances. Je pense que cet individu, cet homme-là, n'imaginait pas tout ce qu'il allait vivre, et tout ce qu'il allait pouvoir vivre avec sa femme et avec son fils, parce que j'ai découvert à la fin de sa vie, à la toute fin, vraiment dans les derniers jours, j'ai pu rencontrer son fils qui ne vivait pas ici dans la région. Et il a pu vivre un dernier Noël que lui jugeait quand même comme quelque chose de merveilleux. Voilà. Tout ça pour vous dire que, effectivement, moi ce qui m'inquiète dans une loi telle qu'elle pourrait être écrite, telle qu'elle est écrite là-dedans, quand il est arrivé, le premier jour, en février 2024, il me parlait de ça, du fait de ne pas pouvoir se gratter le mollet, mais il avait aussi cette demande quand même d'abord anticipée, qu'il avait un peu prévu dans son esprit en termes de temporalité et de date. Et finalement, voilà, ces patients qui ont ce type de maladie, mais comme d'autres maladies, qui ont peur de la souffrance, quand ils viendront me voir et qu'ils me diront « Moi, je ne peux pas vivre ce temps-là, je ne veux pas vivre la souffrance engendrée par cette maladie, je préfère mourir et je préfère mourir maintenant », quand le champ des possibles sera ouvert, quand il y aura la possibilité d'avoir accès à l'euthanasie, ces patients-là, je ne pourrai plus les accompagner. Je pense que je ne les verrai plus. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive à la fin de la première partie et on va ouvrir maintenant une séquence de questions courtes. Vous voyez, on est bien dans le timing, on a fait, je dis 45 minutes, enfin 40 minutes. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci à Thomas Cazenave, parce que c'est vrai que bon, j'ai ici deux partisans de la loi actuelle. Et il a accepté de venir s'exprimer, alors que bon, il fait partie d'un gouvernement qui propose cette loi. Donc merci, parce que moi je trouve que c'est une preuve de courage. Est-ce que donc quelqu'un veut poser la première question? Alors j'avais dit voilà aux jeunes de l'assaut que s'ils voulaient, ils auraient un micro. Je sais pas si ça marche. Bonjour à tous. C'est une question pour Monsieur Pignonet.
Monsieur qui? Le député. Je veux que j'oublie votre nom sans ça. Thomas Cazenave. Monsieur Thomas Cazenave. Alors j'ai deux questions qui sont vraiment liées. Une première question sur l'organisation à l'Assemblée nationale. Vous disiez qu'il y avait de vraies divergences au sein des différents partis politiques. C'est pour savoir à quel point vous étiez vraiment libre, quand le vote va avoir lieu, de voter pour ou contre, et de ne pas suivre les consignes de votre parti, puisque généralement on entend que c'est le cas pour d'autres votes. Donc à quel point vous êtes vraiment libre exceptionnellement dans ce cas-là. Et ma deuxième question, c'est sur, à un moment vous avez parlé de complications du développement des soins palliatifs partout en France, parce que ça demande des grandes logistiques. Est-ce que votre parti pris n'est pas aussi dû par facilité en ce qui concerne vraiment le glissement des coûts, ça coûte moins cher? Et ma question, c'est est-ce que vous voyez la vie humaine lorsqu'elle est endommagée, bon, je serais déjà, mais comme un simple coût pour la société ou pas? Ou est-ce que l'enjeu économique entre en jeu ou pas? Merci pour la question. Je ne sais pas comment il faut prendre les applaudissements sur la fin de la question du jeune homme. Il y a deux. Je vais commencer par la fin. Je ne vois pas comment. Ben, si, je l'ai entendu dans les débats. Il y a comme si il y avait un fond économique dans tout ça. Non, mais disons les choses. Je l'ai entendu dans le débat. On disait en fond, le vieillissement, la dépendance, tout ça. Moi, je crois que si on dit, moi je considère que le développement des soins palliatifs est une absolue nécessité. Il n'y a rien de pire que de laisser les malades, médecin à ma droite, sans solution pour soulager la douleur. Il n'est pas question de leur dire, bah, écoutez, il n'y a pas de soins palliatifs, il n'y a qu'une solution, c'est tout arrêter. Non, je crois que c'est nous honorer collectivement que de réussir à monter le niveau d'ambition en matière de soins palliatifs. Je pense que chez nous, ça va à peu près. Il y a des territoires où il n'y en a quasiment pas. Et c'est très difficile. Et donc, dans la loi qui arrive, on crée un droit opposable aux soins palliatifs. Que chacune et chacun d'entre nous puissions, si nous le souhaitons, en fonction des circonstances. Ensuite, vous posez la question de l'organisation à l'Assemblée nationale. Traditionnellement, on est un peu spécialiste de nos sujets. Et donc, quand il y a un sujet, on continue sur le sujet agricole, sur des sujets très techniques, je m'en remets à l'avis de mes collègues spécialistes sur le sujet et on a des positions de groupe. Pas sur ce sujet-là. Il n'y aura pas de position de groupe. Il n'y aura pas de consigne de vote. Il y a ce qu'on appelle une liberté de vote. Donc chacun votera comme il l'entend, en fonction de sa conviction. Sur les deux textes, l'aide active à mourir et les soins palliatifs. Voilà. Mais donc, il y a une liberté totale. Et je trouve que c'est normal que sur des sujets, on le voit bien ce soir, c'est des sujets compliqués, qu'il y ait là-dessus une parfaite liberté de vote et de vote. Si je reprends, Thomas, la question de l'étudiant, ça veut dire que si jamais on vous a convaincu, vous pourrez voter contre. Vous avez mis beaucoup d'énergie, je veux dire collectivement peut-être. Non, vous l'avez. Je ne cherche pas. Merci de votre invitation. Je n'ai pas cherché à me dérober. Je pense qu'on doit faire légèrement évoluer cet équilibre. Et je ne crois pas du tout. Vous savez, la France, on voit bien que la France, c'est la France. Et c'est pas vrai, on ne se fond pas, notre modèle social, notre modèle normatif ne se font pas dans les autres pays. Bon, c'est pas vrai. On a une spécificité sur plein de sujets. On ne va pas aborder ce soir la question des retraites, par exemple. Donc, vous voyez, il y a plein de sujets sur lesquels on a une grande spécificité dans notre pays. Bon. Donc, moi, je crois en fait qu'on est capable d'avoir un modèle français. Bon, on l'a avec la loi Claes-Leonetti, on la revisite parce que, à la fois, les situations et la demande sociale a évolué. Et je vous dis, la responsabilité du législateur, c'est aussi de répondre au mandat qui leur est donné par celles et ceux qui nous demandent de les représenter à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a une autre... Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas où est le micro. Voilà, donc il y a... On peut donner... Alors, il y a la partie droite, le centre, la partie gauche. On peut donner la parole à monsieur au premier rang, au deuxième rang. Ensuite, de nouveau un jeune, et ensuite on ira vers la gauche, vers Jean-Frédéric. Bonsoir. Je
Je m'interrogeais, ma question va être très courte, je m'interrogeais, on parle des personnes forcément concernées, des patients, on ne parle pas souvent des médecins, parce que les professionnels de santé qui devront mettre en œuvre les protocoles, qui devront passer à l'action, dans quelle mesure ils sont obligés de le faire, et s'ils refusent, est-ce qu'il y aura des sanctions, est-ce qu'ils auront cette liberté ou pas? On en a parlé un peu, mais c'est bien qu'Emmanuel le développe. Alors, il est prévu dans le texte ce qu'on appelle la clause de conscience, comme ça existe pour d'autres types de gestes, par exemple l'interruption volontaire de grossesse. Certains professionnels de santé peuvent mettre en avant leur clause de conscience en disant ça c'est ma limite, ça je ne le fais pas. Donc il est prévu dans la proposition de loi qu'effectivement on puisse mettre en avant la clause de conscience. Ensuite, effectivement, ça pose pas mal de problèmes, cette question de la clause de conscience, et plus largement la question que vous posez autour de l'impact que pourrait avoir, justement, dans une équipe de soins, pour certains médecins, pour certaines infirmières, le fait de pratiquer un geste létal. Et comme on l'a dit, moi j'ai prêté serment d'Hippocrate au siècle dernier, comme même mes enfants. J'étais étudiant dans les années 80-90. Et j'ai bien dit, en levant la main, je ne prolongerai pas les agonies et je ne provoquerai pas intentionnellement la mort. Ce serment, pour moi, il a du prix, il est important. Et j'espère pouvoir l'honorer jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle, même plus loin, si je dois m'occuper de malades jusqu'à la fin de ma vie, ce qui est possible avec la retraite. C'est vrai. Oui, effectivement, c'est une vraie question et je pense qu'il faut s'en inquiéter dès maintenant. Et je suis assez touché d'entendre Thomas Cazenave dire cette question-là, cette question de l'impact que ça peut avoir sur les équipes de soins, sur les infirmières, sur les soignants, est très importante. Alors nous, à la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, on a mené une enquête qu'on a proposée à tous les professionnels de soins palliatifs de France. On a eu pas mal de réponses. On a fait une première enquête, et puis ensuite l'enquête a été reprise par un institut de sondage pour avoir vraiment quelque chose de validé et de solide et de rigoureux. Et je ne vous donnerai pas tous les détails, mais ce qui nous a sauté aux yeux, vraiment parce que c'était vraiment prégnant, c'était que plus on était proche du geste euthanasique, c'est-à-dire la personne qui va préparer le produit, l'infirmière qui va préparer la seringue, qui va poser la perfusion, le médecin qui va tenir la seringue, qui va appuyer sur la seringue pour administrer le produit létal, plus on est proche de ce geste, plus les gens y sont opposés. On est arrivé à 96%, je crois, chez les médecins de soins palliatifs. Donc ça donne quand même l'idée. Alors c'est les professionnels de soins palliatifs, ça ne reprend pas toutes les organisations médicales. Mais malgré tout, ce chiffre quand même très important nous a questionnés. Et aujourd'hui, on a tiré de ça, et je suis content de l'entendre de votre voix, la conclusion c'était de dire non, donner la mort, ça ne peut pas être un soin. Donner la mort n'est pas un soin. Voilà. C'est dans toute une région, en fait, il n'y a aucun médecin qui Alors, ça c'est compliqué, je ne pense pas que dans toute une région, aucun médecin ne voudra le faire. Je pense qu'il y aura peut-être, je ne sais pas, dans cette salle, dans le quartier ou à Bordeaux, il y en a sûrement qui sont d'accord pour le faire. La question, ça va être aussi, voilà, est-ce qu'on organise le dispositif pour qu'il y ait des médecins volontaires pour le faire, avec le risque, parce que certains nous ont dit quand même une forme d'épuisement à faire ces actes toutes les semaines. En Belgique, je crois qu'au début, ils étaient tous plutôt partants, tous motivés. Enfin, une majorité de médecins étaient d'accord pour la légalisation de l'euthanasie. Aujourd'hui, c'est 3 à 4%, je crois, de mémoire des médecins qui pratiquent le geste euthanasique. Donc, c'est devenu un peu une surspécialité dans un univers un peu clos. Un peu, voilà. Il y a des médecins qui sont très militants et continuent à faire ça. Mais oui, ça va être une vraie question. Je pense que ce qui me semblerait prudent dans une époque où l'hôpital va mal, où le système de soins va mal, ce serait d'épargner les médecins, d'épargner les infirmières de ce type de geste. Voilà. Un complément dans le texte, le projet tel qu'il était, on verra, c'est bien aussi la faculté que les personnes eux-mêmes
c'est un ministre qui désigne un proche, un tiers. Ce n'est pas nécessairement et uniquement le personnel soignant qui, demain, sera en situation de procéder à l'administration. Il y a monsieur devant, Paul Watson. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez vertigineux. Hein. Demander à un conjoint, à un père, à une mère Je ne cherchais pas les applaudissements, mais je pense que c'est un vrai risque. Hein, ça a été discuté déjà l'année dernière à la première discussion en 2024, et ça a été retiré. Moi, je cherche à mettre de la clarté dans le débat. Je vous dis que dans le texte tel qu'il était, il y avait cette possibilité qui était prévue. Voilà, je pense que c'est bien que tout le monde. Et qui peut se permettre comme ça, tiens, mais j'ai décidé que je vais faire pour. Non, ça ne se passera pas. Attention. Oui, bien sûr. Je vois votre réaction, monsieur, ce n'est pas un sujet facile. Il y a d'abord, dans la loi, toute la question du consentement. Je sais d'ailleurs que vous étiez exprimé sur le sujet. Moi, dans la version actuelle du texte, je pense qu'il faut laisser beaucoup de temps. C'est-à-dire que même si on a un retour positif du médecin, 48 heures, comme ça, je pense qu'il faut éviter les coups de tête et tout ça. Les délais très courts me semblent problématiques. Donc, je pense qu'on aura un débat sur les délais. Et après, il y a tout un accompagnement, un protocole. Voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je comprends, regarde votre réaction, mais je souhaite aussi vous donner de l'information sur la nature du texte et qu'il a été construit. Oui, Philippe Bourreau. Donc, je suis ici médecin généraliste, maintenant à la retraite. Voilà, pour donner quelques informations déjà et un peu rassurer l'Assemblée, parce que la douleur, figurez-vous qu'en 84, quand j'étais au chevet de mon père qui était en fin de vie, je lisais la thèse d'un copain à moi, voilà, sur la bonne utilisation de la morphine pour la douleur. Ce copain, beaucoup le connaissent ici, il s'appelle Benoît Burgois. Donc, le médecin de soins palliatifs, fondateur de la première unité de soins palliatifs, là où tu étais, parce que l'hôpital n'en avait pas voulu, après il a été rattrapé par l'hôpital, enfin bon. Voilà, donc la douleur, c'était en 84, hein, je précise. Donc ça fait déjà 40 ans qu'on discute de la douleur et de la formation d'un certain nombre de médecins pour ça, et voilà. En 2007, j'ai été un des fondateurs du réseau l'Esteil à Bordeaux, et j'ai été son trésorier pendant 9 ans. Donc ce réseau de soins palliatifs à domicile et en EHPAD, qui avait été prévu pour la métropole large, c'est-à-dire 1 million d'habitants, est financé pour 400 000. Ah oui, voilà le problème. Donc ce qui faisait qu'à l'époque, on était obligé de réduire la voilure en termes de personnel, ce qui faisait que la moitié des demandes qui étaient faites au réseau ne pouvaient pas aboutir, puisque les personnes étaient décédées avant qu'on ait pu les voir la première fois. C'est quand même assez désastreux. Le réseau s'est modifié, devenu une unité mobile de soins palliatifs en 2015 ou 2016 et a été financé pour 600 000 habitants. C'est toujours pas assez, bien évidemment. Il doit y avoir une formation pour les soins palliatifs pour un certain nombre de gens. Bon, il se trouve que par hasard, les médecins du réseau, de ce réseau-là, la blonde et la brune, c'était 2 de mes anciens internes. Donc je ne sais pas si c'est moi qui leur ai donné l'idée, mais en tout cas, il y a quand même des formations, il y a quand même des choses qui se passent. La question ? Alors, je viens à la question, parce que on ne peut pas dire, quand on est dans cette situation-là, on va se mettre en grève et il y aura des morts, comme font d'autres professions. Hein. Parce qu'en soins palliatifs, des morts, il y en a toujours. Bon. Le problème, c'est qu'il a été prouvé que ce soit en Catalogne, mais évidemment la Catalogne, c'est loin, c'est la Catalogne du Sud, hein. Mais aussi en Île-de-France, que l'accompagnement, l'argent que l'on met dans les réseaux de soins palliatifs à domicile et en EHPAD, c'est quelque chose qui est rentable économiquement, vous m'entendez bien, tout en apportant une qualité supérieure d'accompagnement. J'utilise volontiers le terme d'accompagnement plutôt que de prise en charge. Prise en charge, c'est lourd. Mais là, c'est de l'accompagnement.
Donc, c'est quand même bien plus, c'est mettre de l'argent beaucoup plus utilement là-dedans. Seulement, les politiques, excusez-moi, ne l'ont pas compris. Et ça fait des années qu'ils ne l'ont pas compris. Et il serait temps que ça change. Et comme en fait, ça change. Vous demandez qu'il y ait plus de budget consacré aux soins Bien palliatifs. sûr, mais ça fait des années qu'on en parle. Une autre question, là. On a dit Eugène ici, et puis après, dans le fond. Oui, mais donc on peut peut-être avoir la réponse de M. Cazin. Du coup, pourquoi le budget sur les soins palliatifs n'est pas plus... Non, mais alors je connais bien l'Estelle, j'ai rencontré les équipes, je trouve qu'ils font un travail formidable à domicile, et vous avez raison, c'est un accompagnement plus léger d'une certaine manière que l'hospitalisation. Mais l'offre de soins palliatifs se développe sur notre métropole. Je l'évoquais là à l'instant, c'est Xavier Arnosan, qui vient d'ouvrir une nouvelle unité. Comme je vous disais, j'ai suivi ça un peu de plus près parce que je me préoccupais de la loi, donc ça se développe. Le sujet aussi, c'est la formation, c'est attirer des médecins dans ces services aussi. Il y a quand même tout un travail, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne direction. Est-ce que ça va assez vite? Probablement pas. Mais quand même, je pense que la direction est plutôt bonne. Et la loi qui arrive, sur les soins palliatifs, vous avez vu, il y a 2 textes. Ils visent précisément à accélérer le déploiement des soins palliatifs sur le territoire. Pas sur je voudrais aller dans le même sens. J'ai entendu l'expression « quoi qu'il en coûte ». Pour le Covid, 1 000 milliards d'euros au niveau européen, quoi qu'il en coûte pour acheter des mycoses, des vaccins. Récemment, j'ai entendu dire que l'Europe et la France voulaient gonfler son budget sur la défense, quoi qu'il en coûte. Je ne sais plus quand est-ce que la première loi sur les soins palliatifs a été votée, et je voudrais savoir pourquoi, d'un côté, il y a quoi qu'il en coûte, et de l'autre côté, 3 petits gouttes de pipi. Et voilà, donc c'est bien une question de volonté politique et de priorité politique. Donc ce que j'entends, moi, c'est quand même une forme d'hypocrisie. Voilà. On fait des lois, toutes sortes de lois, il y en a un certain nombre qu'on budgétise et d'autres qu'on ne budgétise pas. Mais moi, je suis un curé, je ne suis pas un politique, mais vous étiez aux manettes, et puis vous étiez aussi député, donc vous avez des questions de budget. Moi, j'y connais rien à toutes ces choses-là. Mais quoi qu'il en coûte, j'ai entendu ça de la bouche de quelqu'un, quoi. Oui. Bon. Moi, je pense que le quoi qu'il en coûte, il faut l'arrêter. Cher monsieur. Et quand on est face à des crises terribles, c'est normal qu'on mette beaucoup d'argent pour éviter un effondrement économique et social. Beaucoup de temps à arrêter, et le quoi qu'il en coûte, je le dis ici, pardonnez-moi de faire une petite parenthèse, a changé beaucoup les rapports des uns et des autres à la dépense publique, à ce à quoi on demande un droit, etc. Donc, il faut qu'on en sorte. La question des soins palliatifs, je le disais, il me semble, et moi je ne suis pas spécialiste, que l'offre elle a tendance à se développer sur le territoire, et que la loi qu'on veut faire voter, elle n'est pas votée, monsieur, la loi là. La loi, c'est celle qui arrive sur les soins palliatifs. C'est celle qui arrive là. Non, mais je ne dis pas que c'est une question nouvelle. Je dis que dans le débat qui est aujourd'hui sur la table, il y a l'idée d'aller plus loin sur le développement des soins palliatifs. Donc je ne peux pas vous dire autre chose qu'il va y avoir un débat, y compris budgétaire, dans les prochains mois sur la question des soins palliatifs qui me semble aller dans le bon sens. Alors, monsieur Poisson? Ah oui, un mot pour compléter ce qu'il vient de dire. Thomas Cazenave. C'est depuis 1999 que les soins palliatifs sont inscrits dans la loi, donc pour la première fois. Donc, ils sont apparus de manière
manière formelle avec la conséquence de la loi dans le loi de financement de la sécurité sociale de 2000. Donc ça fait donc 25 ans. Et pour avoir participé à un certain nombre de débats sur le financement de la sécurité sociale, je peux vous confirmer, malheureusement, qu'en dépit d'amendements déposés par des sbires comme moi ou d'autres collègues, ça n'a jamais été une priorité de la santé publique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors j'entends avec satisfaction que maintenant, il va s'agir d'en faire un droit opposable. J'ai deux remarques à ce sujet. D'abord, c'est une bonne nouvelle parce que le droit opposable, c'est pas une formule, c'est pas une formule en l'air. Ça signifie simplement quelque chose. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui voudrait bénéficier des soins palliatifs et qui n'aurait pas la possibilité peut aller devant le tribunal et demander l'apparition lui ou ses ayants droit. Donc c'est lui ou ses ayants droit. Je comprends que ça vous fasse rire sur le thème, oui, mais enfin, si les parties à trace entre-temps, quel intérêt de le tribunal? Je répète, lui ou ses ayants droit. Deuxièmement, la seule du droit opposable, c'est de ne pas en faire un truc qui reste lettre morte. Il y a un exemple. La dernière fois qu'on a inscrit un droit opposable dans le droit français, c'était pour le logement. Février 2007, c'est la dernière loi de législature du mandat de Jacques Chirac. Quand on voit l'état de la crise du logement aujourd'hui, on se demande si effectivement on n'a pas un peu oublié que le logement faisait aussi partie des droits opposables. Donc, je l'imagine que les parlementaires qui s'apprêteront, parce que je pense que pour le coup, ça fait partie des dispositifs de la loi qui passeront tout seuls en séance publique, sur les amendements, j'espère que les députés qui vont pouvoir contrôler l'action du gouvernement et de l'exécutif auront à cœur de vérifier. Non, opposable, c'est-à-dire que ce sera suivi des faits. Une autre question, alors déjà. Non, Sophie, on avait dit déjà. C'est moi. Je peux dire un mot juste parce qu'il n'y a pas que la question budgétaire qui est importante. Il y a la question de la formation, et ce que disait Philippe est important. Bon, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité, dans toutes les équipes dont on vous a parlé, il y a les STEI, il y a des problèmes de recrutement de personnel. Donc s'il y a des infirmières, des médecins dans la salle qui sont intéressés par cette pratique, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Mais voilà, on a aussi, au-delà des questions budgétaires, des questions de formation, et puis de trouver des troupes, des forces vives qui veulent bien aussi participer à la tâche. Voilà, c'est une tâche qui est très valorisante, très intéressante, très passionnante. J'en suis le premier avocat, mais c'est pas facile aussi de trouver les personnes alors qu'on a les budgets. Alors moi j'avais une question. Dans quelle mesure devrait-on permettre à un proche de prendre la décision d'euthanasier un patient incapable de s'exprimer et comment s'assurer que cette décision soit prise dans le meilleur intérêt du patient et non par des considérations personnelles ou émotionnelles? Ma réponse est jamais. Et j'espère que notre démocratie résistera longtemps à ça. Enfin, je n'imagine pas déjà de pouvoir, cette question d'administrer un produit létal à quelqu'un qui ne l'aurait pas demandé, bien évidemment, ça n'est pas écrit dans ce texte de loi. Par contre, c'est déjà questionné ailleurs. On parlait d'autres pays. Il y a déjà d'autres pays qui questionnent ça. Et notamment sur des demandes anticipées d'euthanasie. Cette réflexion a lieu et elle a lieu actuellement en Belgique sur des personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui ne seraient plus en capacité de donner leur avis et à qui on pourrait administrer un produit létal. Ensuite, faire le mix avec cette possibilité et que ce soit un proche en plus qui administre le produit létal, non, jamais. Enfin, je ne pense pas. J'espère que quand même nos institutions sont suffisamment solides pour qu'on n'aille jamais vers ça. J'espère ne jamais vivre ça ou ne connaître ça dans mon pays. Ce n'est pas en débat, cette question-là. Justement, toute la proposition de loi ou le projet de loi qui a été construit est construit autour du consentement et du discernement du patient. Donc il n'est pas question que quelqu'un décide à sa place, et justement c'est l'accompagnement qui doit vérifier que ce discernement est bien là, qu'il y a un temps pour le faire et que c'est lui qui l'exprime. Jamais on écrit, enfin, je ne veux pas qu'il y ait le moindre doute ce soir sur le fait que c'est une décision qui relève d'une autre personne que le patient, parce que le patient ne serait plus en situation de l'exprimer. Bon, après, il y a la question des directives anticipées que vous évoquez. Donc, non, mais ce n'est pas, enfin, la manière dont c'est écrit, c'est vraiment le patient lui-même
vérifie son consentement, on vérifie son discernement, il y a tout un accompagnement par les équipes médicales, justement pour vérifier que les conditions sont bien remplies. Bon, si vous Une voulez, question à gauche. J'ai juste une question en complément, si vous répondre dans le même thème, pardon, excusez-moi. On parle de liberté, de consentement et de sous. Alors, est-ce que quand un malade est vraiment malade, est-ce qu'il a la clairvoyance de savoir prendre sa décision? Et en plus, si jamais cette loi est votée, il va y avoir un marché commercial qui va se créer, comme pour la transition de genre, où on voit que les labos de produits d'hormones font le lobbying à fond pour la transition de genre. Là, les labos de produits fétaux vont faire leur promotion. Les taux vont se proliférer avec beaucoup de lobbying, de militantisme, voire même de la famille qui, pour pression sociale, avoir l'héritage, etc., va faire pression sur le malade. Donc là, c'est une question pour tous les trois. Mais en fait, le consentement et la liberté, elle n'est pas complète. Et il va y avoir un marché qui va se créer. Moi, je voudrais quand même redire une chose, parce que des fois, vous posez la question comme si on créait un droit comme ça, l'euthanasie. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le texte. Je dis que par rapport à la loi Claes-Leonetti, qui l'autorise aujourd'hui pour un diagnostic à court terme, permettrait de l'étendre, en gros, quand le diagnostic est posé à moyen terme. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment tout ça, hélas, va se terminer. Par exemple, le cas de figure que vous décrivez aurait pu peut-être rentrer, effectivement, il serait peut-être mort plus tôt. Peut-être que ça rentrait dans ce cas de figure, tout à fait. Donc, attention non plus à ne pas imaginer qu'on est en train de... Je ne crois pas, avec le texte qui est là. Moi, je verrai comment ça va évoluer, les débats aussi. Moi, je crois plutôt à la nécessité de déplacer cette équilibre, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Je vais vous expliquer comment je me forme ma conviction. Mais c'est pas ça qu'on est en train de créer. Mais dans le doute, il vaut mieux éviter. Parce que là, en fait, on ouvre la porte. Mais sauf qu'on écrit quand le pronostic est engagé à court ou moyen terme, avec un certain nombre de verrous, il y a tout un tas de verrous quand même qui sont dans le texte de loi. Après, vous direz, la société va changer, un jour quelqu'un voudra modifier la loi. Et peut-être qu'un jour quelqu'un, mais tous les jours il y a des gens qui veulent modifier la loi sur tout un tas de sujets. Donc ce n'est pas une garantie absolue de l'équilibre qui est trouvé aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on essaie de... Ce que je veux dire, c'est que le texte vise ça, il ne vise pas autre chose. Un mot pour compléter pour répondre à la question de demoiselle tout à l'heure. Il reste quand même la question du tiers de la personne référente et du tiers de confiance. Si jamais le patient est en situation de dire lui quelle est sa décision, il y a quelqu'un qui fait pour lui. C'est déjà le cas. Il y a des règles anticipées, ça s'appelle la Claes-Leonetti, ça existe de manière précise depuis 2016. Puis après, il y a malgré tout le cas dans lequel n'étant plus en situation de faire une décision, c'est quelqu'un qui a été désigné par la patient en question qui prend la décision. Toutes les décisions, d'ailleurs, à un moment donné, pour le compte du patient.